Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1996 a eu lieu en Belgique une grande manifestation pacifique, on a appelé ça la Marche Blanche. C'était des parents qui manifestaient parce qu'on enlevait leurs enfants. J'ai étudié une autre marche que j'ai appelée la Marche Rouge, c'était en 1750 à Paris. Des foules en furie qui ont manifesté de façon très violente pour la même raison, on enlevait leurs enfants. J'ai fait un travail universitaire sur ces affreuses affaires d'enlèvement d'enfants. J'en ai fait un livre que j'ai appelé La Marche Rouge. Et là, je vais vous en raconter quelques épisodes. En 1749, à Paris, des libelles abominables circulent sur le roi. Écoutez. Lâche dissipateur des biens de tes sujets, toi qui comptes les jours par les maux que tu fais, esclave d'un ministre et d'une femme avare, Louis, apprends le sort que le ciel te prépare. Si tu fus quelque temps l'objet de notre amour, tes vices n'étaient pas encore dans tous leurs jours. Des maux contagieux empoisonnent les airs, tes campagnes bientôt deviendront des déserts. La désolation règne en toutes les villes, tu ne trouveras plus des âmes assez viles pour oser célébrer tes prétendus exploits, et c'est pour t'aborer qu'il reste des François. C'est dur, hein ? Louis XV avait consenti, au traité d'Aix-la-Chapelle qui mettait fin à la guerre de succession d'Autriche, à renvoyer le prince Édouard, prétendant Stuart à la cour d'Angleterre, qui avait trouvé refuge en France. Et le roi l'a fait arrêter en public à la sortie de l'opéra. Le public est indigné. Incestueux, tyran, traître, inhumain, faussaire, oses-tu t'arroger le nom de bien-aimé ? L'exil et la prison seront donc le salaire d'un digne fils de roi, d'un prince infortuné ? Georges, dis-tu, t'oblige à refuser l'asile au vaillant Édouard. S'il t'avait demandé, roi sans religion, de ta putain l'exil, réponds-moi malheureux, l'aurais-tu accordé ? Ce libelle est une parole de lettré, pas du peuple. En tout cas, on n'a pas de trace que le peuple ait commis des libelles de cette sorte. Mais on reconnaît la haine qui s'exprime dans ce poème, c'est la haine de la Pompadour. La Pompadour, la fameuse putain dont la cour demanderait l'exil et dont tout le monde a compris que le roi ne l'accorderait jamais. Ça s'appelle une poissonnade. On a eu des mazarinades quand il s'agissait de dire du mal de Mazarin. Là, c'est une poissonnade. Des libelles abominables qui circulent sur Jeanne-Antoinette Poisson, alias Marquise de Pompadour. Le royaume est à ce moment, en tout cas à Paris, agité par des refus de sacrement. Les refus de sacrement sont mis en scène par les jansénistes pour prendre des prêtres en faute. L'enjeu est de faire contrôler l'Église par des juges laïcs. Il meurt à ce moment-là un certain Coffin qui va être enterré en grande pompe en faisant, et les jansénistes vont faire accroire qu'il est mort sans les sacrements, ce qui est faux, c'est une mise en scène. Tout ça pour créer de l'agitation au sommet du royaume. À l'hôpital général, qui est le lieu de renfermement des pauvres, un nouvel archevêque vient d'arriver à la tête de l'établissement, du moins à la tête de l'archevêché de Paris, donc de l'établissement, et sa venue a fait fuir tout le personnel dirigeant de l'hôpital. On a là un archevêque qui va être violemment, dit-on, anti-jésuite, et là, toute la direction de l'hôpital général, qui se trouve être janséniste, prend la fuite. Il va y avoir une nouvelle élection. Voilà. Et à la nouvelle élection, au poste de supérieur de l'hôpital général, c'est une amie de l'archevêque qui va être élue au forceps. Cette élection au forceps va déclencher une grève générale, une démission collective de tous les administrateurs et une grève générale de toute la justice sur Paris. 1749, c'est également l'éruption des Lumières. Diderot vient d'être mis 3 mois en prison à Vincennes pour avoir prôné le matérialisme. Il a fait un petit pamphlet et ça lui a valu 3 mois de prison. En septembre 1749, Voltaire, le fameux Voltaire, perd sa chère Émilie. Voltaire vivait avec une dame qui n'était pas la sienne, qui n'était pas sa femme, qui était celle d'un autre, mais enfin il vivait en concubinage notoire dans le château du monsieur, voilà, c'était comme ça. Et Émilie va mourir au mois de septembre 1749. Voltaire va se retrouver seul, donc libre d'aller rejoindre son héros, Frédéric de Prusse. C'est pour très bientôt. Novembre 1749. Le dauphin, le fils du roi, raconte publiquement que sa femme, qui fait fausse couche sur fausse couche
dont la dernière au mois de mai, voudrait élever l'enfant d'un autre. Voilà, le couple princier, le dauphin et la dauphine, rêvent d'élever un enfant qu'ils ne peuvent pas avoir. Il y a quantité d'enfants qui seront en principe adoptables à l'hôpital général, mais personne ne les adopte. L'adoption n'est pas dans les mœurs, ça ne se fait pas. C'est rarissime, c'est très très rare. Ça se fera, ce sera légalisé à la Révolution. En attendant, pendant le siècle de Louis XV, personne n'adopte. Or, le dauphin et sa femme aimeraient bien avoir un enfant. Le dauphin, il voudrait une fille, et la dauphine aimerait bien avoir un garçon. Et pendant que le dauphin raconte ses desiderata, ses désirs et les malheurs de sa femme à un public tout à fait restreint de gens de la cour, il se penche à la fenêtre et il voit passer la femme d'un menuisier qui promène 5 ou 6 petits de 4 et 5 ans. Il dit « Oh, voilà mon affaire toute trouvée !» Il désigne une petite, il demande qu'on l'amène. Il se la fait remettre à la première femme de chambre de la dauphine qui s'en charge. Le couple s'enthousiasme, on lui invente même une généalogie, on la fera appeler Mademoiselle de Tourneville. Et tout Paris s'ébobie devant le destin magnifique de cette petite fille. Mais c'est merveilleux, quelle fortune, elle passe dans le jardin et la voilà princesse. Plus tard, des enfants vont naître au couple du dauphin et de la dauphine. Ce sera Louis XVI, Charles X et Louis XVIII. Et la petite grandira dans un couvent. On pourrait savoir ce qu'ont dit ses parents de l'avoir enlevée comme ça. Peut-être que la petite fille a été très très contente d'être élevée dans un couvent loin de sa maman, peut-être pas. A-t-on idée de ce que ces braves gens ont pu ressentir de se voir enlever une petite fille pour un caprice de prince? On dit, on a redit, on dit encore qu'au XVIIIe siècle, les gens du peuple n'aimaient pas leurs enfants. Bah oui, j'en avais beaucoup, puis de toute façon, les gens du peuple... L'amour parental, l'amour maternel, ça ne sied pas aux gens du peuple. Eh ben, je vais vous expliquer ce que j'en sais, moi. Tout à fait autre chose. Le 28 septembre de la même année 1749, place Royale, actuellement c'est la place des Vosges, le fils d'un horloger qui s'appelle Milliard joue aux piécettes avec ses amis Lucas et Morin, ils sont tous les trois apprentis cordonniers, ils ont 14 ans. Ils jouent dans la rue. Passe un inspecteur de police qui s'appelle Bruxelles avec un C, qui les arrête tous les trois et les charge dans un carrosse. Hop! L'oncle du jeune Morin, qui est invalide, tente de s'interposer. Il dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» On le maltraite, on lui envoie un coup et on l'arrête avec les autres, il monte dans le carrosse. Ils sont conduits chez le commissaire du quartier, qui s'appelle le commissaire Rochebrune, rue Geoffroy-Lanier. La rue Geoffroy-Lanier est une rue qui est perpendiculaire à la Seine, pas très loin de l'hôtel de ville. Là, le commissaire Rochebrune reconnaît les enfants et dit « Non mais attendez, vous inquiétez pas les enfants, il s'adresse à Bruxelles, je connais ces enfants, on va les renvoyer à leurs parents, tout va s'arranger. » Il s'adresse à l'invalide, ne vous inquiétez pas, c'est une erreur. Et qu'est-ce qui se passe? L'inspecteur Bruxelles s'y oppose. L'inspecteur Bruxelles, qui est hiérarchiquement au-dessous du commissaire, s'oppose à une décision du commissaire, c'est le monde à l'envers. Et il sort de sa poche un ordre précis du lieutenant général de police, leur chef à tous. Il a le droit de faire ces enlèvements. Sur cette lettre, il y a marqué: étant informé, c'est pas une lettre, c'est un édit, enfin une décision du lieutenant général de police, une décision publique. Il est marqué, elle est datée du 17 mai de la même année. Étant informé que plusieurs vagabonds, gens sans aveu, des mendiants et même des filous se rassemblent sur les quais, dans les places publiques, aux portes des églises, dans la ville et les faubourgs de Paris pour y jouer ou filouter le public, comme ces sortes d'assemblées sont contraires à la sûreté, entretiennent la fainéantise, le libertinage et sont la source de beaucoup de désordres auxquels il convient de remédier pour l'intérêt commun des habitants de la capitale, voulant y pourvoir, nous avons commis le sieur Bruxelles, donc c'est bien une lettre personnelle, je me suis trompée, inspecteur de police, pour faire... Pour faire des tournées exactes dans Paris à l'effet de dissiper ces sortes d'assemblées, d'arrêter les gens sans aveu et vagabonds et les filous qu'il trouvera, les conduire en prison, en dresser le procès-verbal et nous rendre compte sur le champ. Fin de citation. Jacques Bruxelles a le dernier mot. Il a un mot du lieutenant général de police. Il prend les enfants qu'il fait conduire au Châtelet où ils sont écroués. On renvoie l'invalide chez lui. Immédiatement, les parents se mobilisent. Ils remuent ciel et terre. Leur relation les mène jusqu'à un magistrat qui fournit à la mère une lettre de recommandation pour le procureur général. Le jeune Milliard retrouvera sa famille, mais après 15 jours de prison et après qu'il aura fallu pour ses parents payer guichetier et greffier. Voilà des manières. Fin novembre 1749, Marguerite Allier, c'est une blanchisseuse de 43 ans, elle est veuve du menuisier Paul Annick. Elle élève seule son fils Gabriel, âgé de 13 ans.
Elle reçoit un jour la visite d'un exempt. Un exempt, c'est un agent de police. Vous avez l'inspecteur, vous avez le commissaire, dessous l'inspecteur et dessous l'exempt. L'exempt Véron rend visite à Marguerite Allier et l'accuse de s'être battue avec son fils. Marguerite, de quoi vous vous mêlez? Attendez, si je corrige mon gamin, en quoi ça vous regarde? Véron insiste et lui dit de venir déposer à la police, à côté du palais, et qu'elle vienne surtout avec son fils Gabriel. Elle dit au palais. Pourquoi voulez-vous que j'aille déposer au palais? Il y a un commissaire à côté. Il y a des commissaires dans tous les quartiers. De toute façon, je n'irai nulle part sans savoir ce qu'on me veut. Comment il s'appelle votre commissaire à côté du palais? Véron ne répond pas, il érogue, il ne donne pas le nom. Il dit bon, puisque vous ne voulez rien me dire, je n'y vais pas avec lui. Et pour se débarrasser de lui, elle accepte et lui dit d'accord, je veux bien vous retrouver chez vous, donnez-moi votre adresse, je viendrai à ma pause déjeuner. Comme si elle avait que ça à faire. Elle est blanchisseuse, elle a du travail. À sa pause de midi, Marguerite se présente chez l'exempt. Où est votre fils? Elle dit mais enfin mon fils, c'est où il est, ça ne vous regarde pas. Dites-moi ce qu'on me veut. Vous deviez me donner le nom de ce commissaire, c'est ça que je viens chercher. Véron n'est pas content, il met Marguerite dehors. Voilà. Elle rentre chez elle. 2 semaines plus tard, dans la nuit du 9 au 10 décembre 1749, on frappe le soir chez Marguerite Allier. Gabrielle est couchée, elle termine un travail, elle s'apprête à se coucher. Il est 10 heures du soir. Ouvrez, police, ordre du roi. Ébahie, elle ouvre et elle tombe nez à nez avec 3 messieurs, dont le fameux Véron, qui lui brandit son bâton d'exempt, qui deviendra le bâton des gendarmes, le bâton des policiers de Paris. Ils poussent la porte et ils entrent. C'est comme ça que Gabriel Annick, fils de Marguerite Allier, a été enlevé chez sa mère à 10 heures du soir. En larmes, Marguerite a voulu descendre avec ses messieurs et accompagner son fils. Dans la rue où ils descendent, il y a toute une escouade du guet qui les attend. Et Marguerite sanglote tout le chemin, au milieu de la nuit, en tenant par la main Gabriel, jusqu'au Châtelet, qui l'engloutit. Dès le lendemain, la blanchisseuse va consacrer tout son temps à essayer de revoir son garçon, alors qu'elle est seule à travailler. Elle va tous les jours au Châtelet pour voir son fils et surtout pour lui apporter sa soupe. Parce que dans les prisons du roi, il ne faut pas s'imaginer que le roi va vous nourrir. Elle essaye d'écrire un placet, mais elle ne sait pas écrire. Elle a une voisine qui s'en charge. Donc, une fois qu'elle a écrit son placet, elle écrit à Berryer, le lieutenant général de police, qu'elle a une réputation sans tache, que son garçon est honnête, qu'elle n'a jamais, ni lui ni elle, été l'objet d'une plainte, ni son défunt mari. Et tout en continuant de laver le linge de ses clients, elle cherche partout de l'aide. Le placet n'a pas donné de réponse. Elle en parle un jour à un certain Pierre Paris, qui est greffier au Châtelet et qui demeure dans le quartier. Alors elle se dit, un greffier, c'est quelqu'un qui doit connaître le droit. Elle va le voir et elle lui explique son problème. Elle lui dit qu'elle a écrit et qu'on ne lui a pas répondu, que son fils est en prison au Châtelet, qu'elle est obligée de courir tous les jours pour lui apporter à manger. Elle est très très inquiète, elle ne comprend toujours pas ce qu'on lui veut. Donc Paris lui dit, écoutez, je connais ce Véron, je le connais personnellement, je vais aller le voir. Alors il va voir Véron qui lui dit, écoutez, moi ça m'embête cette histoire, d'abord parce que c'est plus entre mes mains à moi, c'est entre les mains du lieutenant général de police, c'est Nicolas René Bernier, maintenant c'est lui le chef, c'est lui le patron de la police. Le petit est entre ses mains, moi je ne peux plus rien faire, mais si j'avais su que vous vous intéressiez au gamin, j'aurais rien fait. Ah bon? Pourquoi? Sans doute parce que s'en prendre à l'enfant d'une veuve sans défense est moins compromettant qu'à un enfant connu d'un huissier de justice. De toute façon, Pierre Paris a été serviable jusqu'au bout. Il est allé lui-même présenter plusieurs placets à différentes personnes et à Berryer également, dont il n'a rien pu obtenir. Le 15 décembre, Nicolas Berryer est venu tenir sa séance de police au Châtelet et il a condamné le jeune Gabriel Annick pour avoir tiré des mouchoirs dans des églises et il le condamne à l'internement à Bicêtre. Mercredi 17 décembre, Gabriel est conduit à Bicêtre et l'hôpital général engloutit le fils unique de la veuve Annick. Elle hurle quand on apprend qu'on a accusé son fils de vol. Voler, lui, jamais. On a de l'honneur, on est des ouvriers honnêtes, on ne vole pas. Et pourquoi, me dit-on, maintenant qu'il a volé, il y avait qu'à le dire depuis le début, on aurait réglé ça. On ne m'a rien dit au moment où on l'a arrêté. Le Châtelet était à un quart d'heure à pied de chez elle. Elle va devoir maintenant faire 1h30 de marche pour aller jusqu'à Bicêtre pour rencontrer son garçon, plus le retour, 3 heures par jour pour aller voir son fils. Jamais elle ne l'abandonnera. Elle ira le voir dès qu'elle pourra. Après avoir lavé, repassé le linge qui la faisait vivre, elle se rendra à Bicêtre en
plein hiver, par tous les temps, pour voir son Gabriel. Elle proposera même de l'argent à l'hôpital général pour qu'il puisse continuer d'apprendre à lire et à écrire, parce que son arrestation l'empêche d'aller à l'école. Il allait à l'école, cet enfant. Il faudrait qu'il continue. Et à l'hôpital général, on accepte ces sommes dérisoires d'une pauvre femme. Dérisoires pour eux, énormes pour elle, alors que l'institution de l'hôpital général avait tout ce qu'il fallait en son sein et le personnel payé par l'institution pour enseigner aux garçons. C'est-à-dire que l'hôpital général vole en plus la veuve avec. J'ai recherché dans les registres et j'ai vu que Gabriel est sorti de Bicêtre 18 mois plus tard. On ne sait pas où il est allé. Ce qu'on sait, c'est que s'il avait été remis à sa mère, ça aurait été marqué. On n'a rien trouvé. Qu'est-ce qu'il a bien pu devenir ? Dimanche 22 mars 1750, c'est jour des rameaux. À l'époque, pour les rameaux, on disait Pâques fleuries. Au marché du cimetière Saint-Jean, qui se situe entre la rue de Bourtibourg et la rue des Mauvais Garçons, tout près de l'église Saint-Gervais, à 2 pas de la rue Saint-Antoine, sont stationnés 3 exempts. Emmanuel Giraud, 33 ans, caporal dans le guet à la barrière Saint-Honoré, il est en habit bourgeois. Avec lui, l'exempt d'Anguisy, en habit bourgeois également. Et un de leurs camarades, également soldat dans le guet, nommé Boquet. Boquet est très grand, il est déguisé en cuisinier. Il a noué une serviette autour de sa tête et il s'est mis un tablier à la taille avec un couteau au côté. Il est le seul à se faire remarquer. Ils viennent faire respecter la loi. Depuis avril 1656, l'édit de Louis XIV, c'est un siècle plus tôt, a fondé l'hôpital général. Le fléau de la mendicité doit être combattu par toute la population. Ordre est donné à tout un chacun de prêter main forte à toutes les arrestations de mendiants. La population résiste, les arrestations sont très impopulaires, les mendiants mendient et les braves gens continuent de les protéger. Les autorités sont obligées régulièrement de prendre des mesures spéciales pour mettre un terme à la mendicité. La dernière ordonnance de Nicolas-René Berryer, dont nous avons déjà parlé, date du 12 novembre 1749. Il a été décrété que tous les mendiants, vagabonds et gens sans aveu, c'est-à-dire gens dont personne ne peut que personne ne peut garantir, ceux qui seront trouvés dans les rues seront conduits dans les maisons de force. Une maison de force, c'est une prison. C'est la Xème du genre, ça ne marche jamais. Régulièrement, de nouvelles ordonnances viennent expliquer qu'il faut interdire la mendicité. Les gens continuent de mendier. Ça s'appelle la pauvreté. Mais il y a du nouveau dans cette dernière ordonnance de Berryer. Il est dit qu'on arrêtera ceux qui jouent aux cartes ou à d'autres jeux avec des balles de plomb ou des bâtonnets, qui cassent des vitres ou des lanternes et qui entretiennent la fainéantise et le libertinage. Jusqu'à là, encore rien de choquant. Le public n'aime pas les libertins. Paris est une population, les Parisiens sont une population très travailleuse. Les gens qui ne fichent rien sont mal vus. Si la police veut les arrêter, on laissera faire. Les 3 hommes scrutent la foule. Giraud signale à D'Anguisy 2 garçons isolés. L'un est endimanché et l'autre est pauvrement vêtu d'une veste brune délabrée avec un bonnet sur la tête et des sabots. Libertins, pas libertins, on ne sait pas. Ils seront bons à prendre. D'Anguisy fait signe à la garde de la barrière de se tenir prête à lui prêter main forte et il se dirige vers les 2 adolescents. Le premier est apprenti menuisier. Il s'appelle Gabriel Larue, il a 16 ans. Il est endimanché parce qu'il sort de la messe. Il est venu au marché retrouver sa mère qui vend de la marée, du poisson. L'autre s'appelle Alexandre Regnault, on l'appelle Cadet Regnault. Il est un gagne-denier âgé de 13 ans. Gagne-denier, c'est garçon à tout faire, commissionnaire. Les 2 garçons n'ont pas échangé 2 phrases qu'ils sont ceinturés par les 3 policiers. Alexandre prend l'exempt déguisé pour un rôtisseur de ses connaissances. Il dit « Badine en point, laissez-moi aller ». Il essaie de se dégager. Boquet le détrompe. « Je ne badine pas, on vous emmène au poste de garde ». Les 2 garçons hurlent et se débattent comme des diables. Boquet empoigne Alexandre par le col et le serre si fort qu'il en tire la langue, au grand effroi des passants qui commencent à s'agglutiner autour des policiers. Les marchands quittent leurs boutiques ou leurs étals. Un serrurier, un épicier, plusieurs marchands expliquent à l'exempt qu'on connaît ces garçons, qu'ils travaillent, qu'ils n'ont rien fait de mal, lâchez-les.
Et vous, monsieur d'Anguisy, vous avez été à la barrière du marché, vous les connaissez forcément. d'Anguisy n'en a cure. Il voit surtout qu'il ne s'en sortira pas seul. Alors il appelle le guet en renfort. « Alerte, alerte !» Et comme les gens du guet ne bougent pas assez vite, il dit « Si vous ne prêtez pas main forte, vous serez cassés. » Puis il rugit « Ordre du roi !» Ordre du roi pour arrêter les enfants. Marie Coulardeau, elle est parente de Caderegno. Elle a 36 ans. Elle est enceinte. Elle vient de quitter son étal pour aller chercher un morceau de pain chez sa mère qui vend des fruits un peu plus loin quand elle voit son petit cousin en difficulté. Elle fend la troupe, elle attrape l'enfant par son habit et lui dit « Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi l'arrêtez-vous » d'Anguisy répond « Ces deux-là font un métier à se faire pendre. »« Un métier à me faire pendre? Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» hurle l'adolescent. « Tais-toi donc, tu as trop de gueule, » répond d'Anguisy. Les exemples sont mal parce qu'il y a au moins 30 femmes agglutinées autour d'eux. d'Anguisy abandonne un instant Caderegno et il confie Gabriel Larue à la garde. La foule gronde et les soldats sont réticents, mais c'est un ordre du roi. Gabriel disparaît au poste de garde. Marguerite ne lâche pas son petit cousin, elle veut parlementer. « Dites-moi s'il a fait quelque chose de mal. S'il a volé ou s'il a fait du tort à quelqu'un, je paierai. Mais enfin, vous nous connaissez tout de même. Je suis la femme de Nicolas Lardin. Il a travaillé dans le guet avec vous. » « Monsieur d'Anguisy, c'est mon très cher enfant. Je vous prie de ne pas l'emmener, » implore-t-elle, en s'agrippant à l'adolescent. d'Anguisy ne connaît plus personne. Des voisins vont chercher la mère de Marguerite qui vend des fruits non loin de là. « La mère Coulardeau, venez, on bat votre enfant. » Elle est âgée de 65 ans. La veuve Coulardeau vole au secours de sa fille enceinte. Et elle arrive au moment où le faux cuisinier lui envoie des coups furieux dans le ventre. Marguerite roule dans le ruisseau. Elle est piétinée par la presse. On la croit morte. On la hisse sur une chaise et on la ranime. Elle a mal au ventre. Elle a tellement mal au ventre. On l'emmène chez elle et on la couche. On court chercher Nicolas Lardin, son mari. Il est chargeur de foin habituellement, mais les jours de fête, il est suisse à l'abbaye de Saint-Antoine, à 3 kilomètres de là. Il arrive en courant, il monte chez lui et il trouve sa courageuse petite femme au lit. Et elle a tellement mal au ventre. Elle lui raconte ses exploits, ce qu'on a fait à ces malheureux enfants innocents. Nicolas enrage. Avec sa mère, il prend soin de Marguerite, qui perdra son enfant et qui continuera d'avoir très mal au ventre pendant longtemps. Elle restera 10 jours au lit et 3 mois plus tard, elle souffrait encore. Il aura fallu pour la soigner, payer, sans qu'elle puisse travailler, donc sans revenu. Au marché, profitant de l'émoi, Alexandre a réussi à s'enfuir et il s'est réfugié au 3e étage d'une maison. La foule compacte tente de convaincre d'Anguisy de relâcher Gabriel, qu'il a confié au guet. d'Anguisy fait front. Entouré de riverains, de marchands, de chalands et même de la garde qui supplie, il refuse de capituler. Non, il ne relâchera pas Gabriel Larue. On va le mener au Châtelet immédiatement, et si la garde rechigne, il fera un rapport pour rébellion à un ordre du roi. On menotte Gabriel et le cortège se met en route. En chemin, il croise une femme qui fait ses courses. « Madame Boursier, est-ce que vous me connaissez pour un vagabond ?» lui crie Gabriel. Elisabeth Boursier, qui n'a pas assisté à la scène, s'embroche. « Monsieur, je connais bien ce garçon qui... »« Ordre du roi !» maugré d'Anguisy. « Un commissaire, menez-moi chez un commissaire, supplie Gabriel, qui sait que c'est la procédure habituelle. Chez un commissaire, les choses en général s'arrangent. Non, ce sera le Châtelet. La mère de Gabriel s'appelle Françoise Linotte. Elle est âgée de 50 ans et élève seule ses 5 enfants depuis la mort de son époux. Ils habitent rue Saint-Antoine chez un loueur de carrosses, tout près du cimetière Saint-Jean. Elle vend du poisson. Son mari avait été porteur de chaise. Exceptionnellement, ce jour-là, elle n'était pas à son étal de poisson. Elle est alertée par des amis. Elle court au Châtelet pour tenter de ravoir son garçon. En chemin, elle croise les 3 hommes qui en reviennent. « Rendez-moi mon fils !» d'Anguisy s'en lave les mains. Désormais, pour le ravoir, voyez le lieutenant général de police, Berrier, en personne. Françoise Linotte se remit en marche le lendemain. Abandonnant son commerce de poissons, c'était la semaine sainte. C'était la meilleure de l'année pour son commerce. Elle commença par retourner voir d'Anguisy à la barrière Saint-Honoré. Il lui redit ce qu'il avait dit la veille. Il n'y pouvait plus rien. Maintenant, si vous avez des relations, une marchande de poissons, eh oui. Justement, un de ses neveux était laquais du marquis de Chabonnet. Le laquais raconta l'histoire à son maître qui, outré du procédé, accepta volontiers d'écrire une lettre à monsieur Berrier. Comme ça n'avait rien donné, il en écrivit une autre. Et le miracle se produisit. Le jour de Pâques, Gabriel Larue quitta la prison du Châtelet, où il avait passé une semaine à la paille. Il avait été nourri par sa mère, bien sûr. Elle avait dû aussi payer pour qu'il ne soit pas battu par les autres prisonniers. Elle avait payé le guichetier, payé le greffier. Allez, l'important n'était-il pas que Gabriel ait retrouvé les siens? Il reprit son apprentissage chez son maître, menuisier rue Vieille des Audriettes, près de la rue du Temple.
Derrière le couvent des Chartreux, rive gauche à Paris, se trouvait jadis un petit monticule de remblais où des étudiants facétieux venaient réciter des vers. Et par dérision, ils appelaient ce petit monticule le Mont Parnasse. Le Mont Parnasse. C'était devenu un terrain de jeu pour les enfants. Et ce mardi saint 24 mars 1750, 4 hommes dirigés par Joseph Fayon s'y installent. L'un d'eux s'appelle Emmanuel Giraud, il n'aime pas ce qu'il fait, il trouve qu'on prend des coups, il n'aime pas ça, mais enfin, il faut bien vivre. Et il accompagne les autres. À 5 heures du soir, 4 adolescents de 15 ans sortent de l'église Saint-Sulpice où ils suivent une préparation pour faire leur première communion à Pâques. Il y a là Louis Taconnet, fils d'un brelier, Hubert, fils d'un charron, je n'ai pas son prénom, Claude Sommet, apprenti orfèvre, et Lefebvre, un jeune Lefebvre, fils d'une veuve aisée vivant de son bien. Tous les 4 habitent au Faubourg Saint-Germain, autour de la Croix-Rouge. Ils ont du temps libre et ils décident d'aller se promener. Leurs pas les mènent en direction du Montparnasse. En chemin, ils s'amusent à taper du pied dans des tuiles ou des pierres plates. Ils jouent à taper sur des cailloux. Leur compte est bon. Joseph Fayon a reçu commission d'arrêter des libertins joueurs. Les 3 policiers s'approchent des jeunes. Ils font mine de participer à leur partie, les félicitent pour les bons coups, commentent les mauvais. Brusquement, un 4e surgit et se jette sur les palais. Arrive un carrosse de fiacre devant lequel court un homme. 4 fusillés avec baïonnettes au canon en sortent. Ils saisissent les adolescents par les cheveux, les hissent à l'intérieur. Claude Sommet réussit à s'échapper, mais il est rattrapé et violemment frappé. « Qu'est-ce qu'on a fait? Où nous emmenez-vous » protestent les adolescents. « Ce n'est rien, mon Fayon, c'est juste pour vous faire peur. Vous allez nous emmener chez un commissaire, alors. Pourquoi faire ?» Les 4 jeunes insistent pour qu'on les mène. Pour avoir la paix, Fayon promet, parole d'honneur, de les mener chez le commissaire Chenu, rue Mazarine. La voiture s'arrête longuement à la barrière, puis elle repart. Il passe au carrefour de la Croix-Rouge et Claude Sommet montre la porte de l'atelier de l'orfèvre l'abbé et il crie « C'est là que je travaille, il faut prévenir mon maître !» On le fait taire d'un coup de poing. Il passe rue du Four, où travaille son beau-frère. Il supplie qu'on le prévienne. Il reçoit un nouveau coup de poing. Enfin, ils comprennent qu'ils ne vont pas, c'est le commissaire Chenu, et la voiture les mène directement au Grand Châtelet. Quelqu'un les a-t-il vus? Vraisemblablement. Quand le jeune homme a tapé sur la vitre du carrosse en passant à la Croix-Rouge, on l'a vu. Quelqu'un est accouru chez Jérôme Taconnet. « Jérôme, Jérôme, ton fils est en route pour le Châtelet. » Il dit « Mon fils? Pas du tout, il est au catéchisme. » Pour en avoir le cœur net, malgré tout, il quitte son atelier de bourrelier et va à Saint-Sulpice où il trouve la porte close. La peur le prend. Le Châtelet, c'est l'horreur. D'abord, c'est une prison atroce, mais c'est également l'antichambre de la déportation au Mississippi. Il y a des précédents, des prisonniers qu'on envoie aux îles et qu'on ne revoit jamais. Flanqué de son ami et voisin Descamps, Jérôme Taconnet file chez le commissaire du quartier. Le commissaire Lecomte est absent et même son clerc n'y est pas. Seul un commis se trouve là et qui le suggère d'aller chercher le garçon directement dans la prison. Au petit Châtelet, rien. Alors il va au Grand Châtelet et il aperçoit son fils entre les 2 guichets. Entre les 2 guichets, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore signé l'écrou. Il reconnaît avec lui le fils de son ami Hubert, le charron de la rue de Grenelle. Les adolescents réussissent à expliquer leur affaire au père. Jérôme demande au guichetier comment procéder pour récupérer ses garçons. « Voyez avec le greffe !» Il monte à l'étage où on lui apprend qu'il doit envoyer un placet à M. Berrier. Il faut une procédure. Il ne faut pas de procédure pour vous mettre en prison, il en faut une pour vous en sortir, si on a bien compris. Bon, puisque c'est comme ça, on va organiser le séjour à la prison. Jérôme tient à ce que les 2 garçons, le sien et celui de son ami Hubert, ne soient pas séparés. Et il demande comment faire. « Ah ben ce sera comme vous voudrez, voulez-vous pour la pistole ?» Jérôme Taconnet ne comprend pas. On lui explique que s'il veut des bonnes conditions, il faut payer. Ça fera 15 livres pour les 2. Un salaire honnête en fait 50. S'il veut que les garçons soient ensemble, il faut qu'il débourse 450 €, l'équivalent de 450 €. Il paye. Le greffier, elle, un homme, tenez, placez les enfants là chez vous, et à Jérôme, suivez-le, vous verrez comment les enfants sont installés. Il suit l'homme dans un escalier au bas duquel, à gauche en arrivant, ouvre une salle avec 7 lits. L'inconnu toise le père et lui tend la main. Ça fera 6 livres et 2 fois 16 sols. Et 2 fois 16 sols. Une livre fait 20 sols, d'accord? Comment ça? Mais je viens de payer 15 francs là-haut. Ah, ben vous voyez... Enfin, il dit, je viens de payer 15 francs là-haut, vous voyez bien que ces enfants ne vont pas rester, qu'on va les faire sortir. Le prévôt de la chambre lui dit, 1 jour ou 15, c'est pas mon problème, c'est le prix qu'il faut payer, vous avez payé là où ce que vous voulez, ici c'est ça. Et il faudra en plus payer le balayeur et offrir à boire aux autres prisonniers.
Jérôme n'avait plus d'argent, il avait donné ce qu'il avait, mais comme son fils répondait pour lui, il laissa là les garçons et leur cerbère corrompu et courut prévenir son ami Hubert. Les deux amis étaient gens de métier, l'un bourrelier, l'autre charron. Un de leurs amis nommé Barbeau était justement le cellier de Berryer en personne. Le lendemain mercredi, les trois amis vont au Châtelet pour demander un écrou, avec lequel ils se rendent au domicile de monsieur le lieutenant général de police, rue Saint-Honoré. Et effectivement, Berryer connaissait bien Barbeau, qu'il reçut seul. En sortant de chez le lieutenant général de police, Barbeau annonça tristement à ses amis que tout ce qu'il avait pu obtenir, c'est que leur garçon pourrait sortir dimanche, et pas avant. Ils retournèrent au Châtelet où ils dirent à leur fils de prendre patience, et comme ils sortaient, le gardien les harponna, aimait 6 livres et 2 fois 16 sols. Trop content que l'affaire semble vouloir s'arranger, Hubert paya et accepta même d'y joindre une rallonge de 24 sols réclamée pour on ne sait quoi, un véritable racket. L'orfèvre Thomas Laurent avait fait les mêmes démarches pour faire sortir Claude Sommet, le frère de sa femme, et il est vraisemblable que la veuve Lefebvre s'était jointe à lui. Quand le dimanche de Pâques arriva, les garçons furent libérés à 1h de l'après-midi, moyennant une ultime rançon. Il en avait coûté en tout près de 6 écus, soit 18 francs par enfant, en tout 540 € par enfant. L'enlèvement, une affaire qui marche. L'affaire fit beaucoup de bruit dans le quartier où tous ces artisans étaient connus et appréciés, mais le faubourg Saint-Germain n'avait encore rien vu. Un mois plus tard, jeudi 23 avril 1750, Geneviève Gérard, blanchisseuse, envoie son garçon François, qu'elle élève seule, elle est veuve, porter un paquet de linge, porte Saint-Michel chez un tailleur. François est âgé de 13 ans, il est apprenti chez un maître cordier. Après sa journée faite, il va prendre le paquet de linge chez sa mère et quitte leur domicile rue Notre-Dame-des-Champs pour la place Saint-Michel à 20 minutes de marche. En chemin, François rencontre un petit voisin qui lui propose, quand il aura terminé, d'aller avec lui au petit marché chercher la hotte de sa mère. Les deux enfants portent le linge, puis ils prennent le chemin du marché de la Foire Saint-Germain, au centre du faubourg du même nom. Le même jour, à 6h du soir, Nicolas Savoie, maître coffretier rue de Bussy, envoie sa femme Élisabeth et leur fils François acheter du cuir dans le faubourg Saint-Marceau. À leur retour, le jeune François, 12 ans, part retrouver ses amis dans le préau de la Foire Saint-Germain. Il y retrouve le fils de la blanchisseuse et son copain, et ils sont rejoints par le petit Jean Laporte, âgé de 9 ans, fils d'un voiturier par terre nommé Charles. Il y avait environ une vingtaine d'enfants dans le préau de la Foire Saint-Germain. Ils étaient là depuis 10 minutes quand leur attention fut attirée par le passage d'un troupeau de bœufs qu'on allait trier. Ils grimpèrent sur les barrières pour mieux voir et furent brusquement happés par derrière par l'exempt de police Sébastien Leblanc et 6 de ses sbires. Les enfants hurlèrent. La plupart s'égayèrent. François Savoie réussit à s'échapper, mais on le rattrapa, on le calota et on lui passa les menottes. Des ménagères, mais on connaît ces enfants, lâchez-les, mêlez-vous de vos affaires. Et les 3 enfants, François Savoie, Jean Laporte et François Lefebvre, sont conduits hors de la foule grondante du marché. Les autres avaient réussi à échapper à la rafle. Les policiers marchèrent ainsi jusqu'à la rue Mazarine et hissèrent leur troupeau dans un fiacre où 3 de ces messieurs prirent place, suivis après à pied par 4 autres, soit 7 personnes pour enlever 3 gosses. Au Grand Châtelet, ordonna le chef. Ils allaient leur train quand soudain un homme surgit devant les chevaux qu'il prit par les guides, et il arrêta la voiture. Un des acolytes de Leblanc voulut se saisir de l'inconnu, mais celui-ci le repoussa et tomba à la renverse dans la boutique d'un bottier. L'homme ouvrit à la volée la portière du carrosse, dans lequel le petit Jean Laporte, médusé, vit surgir son papa. Charles Laporte était au cabaret de son voisin Guyard en train de boire une bière avec sa femme, quand 2 hommes étaient accourus pour dire qu'on enlevait leur petit. Charles avait déposé son verre de bière et, flanqué de son fils aîné, il avait couru précipitamment dans la direction qu'on lui avait indiquée. Il avait rattrapé le carrosse à la course et finalement immobilisé. Les chevaux, c'était son métier. Un des policiers le menaça de lui brûler la cervelle. « Eh ben vas-y, tire, tu en es le maître », lui répliqua l'ouvrier superbe. Leblanc lui abattit son bâton d'exempt sur l'épaule. Charles blême se retourna. « Je respecte ton bâton, mais toi... Hein ?» Seul et désarmé, ne pouvait rien faire. Leblanc entreprit de le calmer. « Allons, allons, pourquoi tout ce tumulte? Tu veux ton fils, on va te le rendre. Nous l'emmenons au Grand Châtelet, viens avec nous. » Chemin faisant, les 2 hommes causèrent même en bonne amitié, et l'exempt alla même jusqu'à lui raconter les difficultés qu'il rencontrait quand son chef Berlier trouvait qu'il ne faisait pas assez de levée. Arrivé devant la statue d'Henri IV, sur le Pont-Neuf, Charles décida de prendre au plus court. Il partit devant pour attendre au Grand Châtelet. Il attendit en vain les autres. On l'avait roulé. Il prit ses jambes à son cou et atteignit la prison de Fort-l'Évêque juste au moment où Leblanc était en train de faire entrer les enfants. La porte se referma sur son nez.
Collant son oreille, il entendit qu'à l'intérieur, le guichetier demandait son nom à son fils. Il frappa de ses poings sur la porte et hurla « C'est moi qui va dire son nom! Ouvrez !» Le guichetier passa à la porte. « C'est toi le père ?»« C'est moi, dit Charles. »« Eh bien, entre donc, j'aurai 2 la porte au lieu d'un seul. »« Avec grand plaisir, répliqua Charles. On le laissa entrer, son grand-fils resta dehors. Charles fit face à l'autorité. « Eh bien, messieurs, sous quelle qualité avez-vous arrêté cet enfant-là? L'avez-vous arrêté pour filou ou voleur ou pour joueur? Si c'est pour filou ou voleur, je n'en réponds pas, mais vous m'en donnerez les preuves. Si c'est comme joueur, à quel jeu jouait-il? L'avez-vous fouillé? Avez-vous trouvé des cartes, des dés, de l'argent ?» Le blanc battit en retraite. « C'est bon, arrête, pas de scandale, du calme, du calme. » Jean Laporte prit Jean par la main, retrouva son aîné et retourna chez Guyard, où il retrouva sa femme et termina sa bière. À peine plus d'1 heure s'était écoulée depuis la rafle. Quand Nicolas et Élisabeth Savoie furent prévenus de l'arrestation de leur fils, il était déjà écroué. Nicolas alla trouver le blanc qui, doucereux, lui dit qu'il n'arrêtait que des libertins et des enfants sans aveu. Ah, s'il avait su. Comment, sans aveu, mon fils, en tablier et en veste comme un fils d'ouvrier, menteur? Menteur et chafouin, Leblanc proposa à Nicolas d'écrire un placet à Berryer qu'il remettrait lui-même en main propre pour lui être agréable. Que ne ferait-il pour être agréable à Nicolas Savoie, père? Élisabeth se rendit à la prison où son fils lui manqua un coup violacé et des écorchures sur son visage. La blanchisseuse Geneviève Gérard prit également sur son temps de travail pour tenter d'aller récupérer son fils. Elle alla argumenter avec les guichetiers du Fort-l'Évêque. « Mon fils n'est pas un libertin, il est en apprentissage, c'est un bon garçon, j'ai besoin de lui, je l'élève seul. »« Madame, c'est à monsieur Berryer qu'il faut dire ça. Mais enfin bon, si vous nous donniez 8 livres... » « 8 livres ?» Outrée, Geneviève demanda comment elle pourrait trouver la somme, 240 €. S'il le voulait, il n'avait qu'à le garder. Elle retourna chez elle sans son garçon, qui resta couché à la paille. Nicolas et Élisabeth Savoie récupérèrent leur garçon 2 semaines et demie plus tard, après s'être fait délester de plusieurs dizaines de livres. Et après 17 jours à la paille, François Lefebvre fut renvoyé comme l'avait compris sa mère. Personne ne payant pour lui, on s'en débarrassa. Mais le Faubourg Saint-Germain n'avait toujours rien vu. Vendredi 3 avril 1750, 4 archers, aidés d'un huissier, se saisirent du fils d'un maître limonadier nommé Marion, en plein Paris. L'enfant fut conduit au Petit Châtelet. La foule des voisins et amis du limonadier les prit en chasse. Ils seront rattrapés, arrêtés, et une plainte contre eux fut jugée recevable. Le 28 avril, 3 semaines plus tard, les 5 enleveurs sortaient de prison et s'en tiraient comme pour des peccadilles. La justice n'était pas rendue au peuple. On ne pouvait pas faire confiance aux autorités. La colère commençait à monter sérieusement. Vendredi 1er mai, on signala à Sébastien Leblanc 20 enfants jouant à la marelle, on disait le franc-carreau à l'époque, c'est un jeu auquel on pariait, à la grille Saint-Martin. Les policiers saisirent 6 de ces enfants. Ils avaient entre 12 et 15 ans et on les mena au Châtelet. En route, ils chargèrent un jeune Jean-François Joly qui revenait de chez sa grande sœur et ils le chargèrent avec les autres. Ils avaient en tout 12 enfants dans le carrosse. Soudain, des gardes françaises firent irruption devant le carrosse, l'épée à la main. Les gardes françaises, c'est le régiment d'élite recruté dans la population. Ils étaient très populaires et très efficaces. L'un des gardes françaises leva son épée sur un des exempts qui s'appelait Marville. Marville prit peur, il s'enfuit chez un ami, s'engouffra dans la maison de son ami, ressortit par derrière et disparut. Leblanc décida de continuer quand même, malgré l'intervention des gardes françaises, et il réussit à avancer, entouré des gardes françaises, jusqu'au Châtelet. Là, arrivé au Châtelet, il appela du renfort, grâce auquel il fit décharger les enfants, mener au Grand Châtelet, et il fit arrêter celui des gardes françaises qui avait tiré l'épée sur Marville et ameuté les autres. Il le fit conduire chez le commissaire Courcy. Le garde française décline son identité. « Je m'appelle Étienne Hénaud, dit Saint-Étienne, de la compagnie de Monsieur Cornillon. » Monsieur Cornillon, un excellent officier des gardes françaises, d'excellente réputation. Soudain, 2 caporaux surgissent dans le local du commissaire et ils exigent qu'on leur remette le soldat. En aucun cas, la justice civile n'a de droit sur un militaire. Rendez-le nous.
Dehors, 20 gardes françaises prennent place autour du commissariat et bousculent ceux du guet. Ceux du guet mettent baïonnettes au canon et leur sergent menace les gardes françaises de tirer s'ils ne se retirent pas. La police et l'armée vont-elles s'entretuer? Du calme, du calme, du calme, du calme. Calmons-nous, calmons-nous. On parlemente. Les gardes françaises acceptent de se calmer si on les autorise à escorter personnellement Saint-Étienne jusqu'à la prison de l'abbaye. Ainsi fut fait. Leblanc, de son côté, part retrouver ses hommes. Durant son absence, il apprend que l'un d'entre eux est de nouveau gravement blessé, qu'il s'est enfui pour sauver sa vie, des gardes françaises encore, et que le cocher du fiacre qu'il avait loué a également été rossé par des gardes françaises. Sale journée pour la police. Tous les enfants raflés ce jour-là purent ressortir, leurs parents ayant payé des 1000 et des 100 pour les ravoir, mais certains d'entre eux avaient été torturés. Nous sommes à la mi-mai. Gervais Protin, 15 ans, commis boulanger, porte du pain avec sa hotte pour les clients du boulanger Clément, son patron. Rue Sainte-Croix, il rencontre 2 hommes habillés en ouvriers, un maçon et un manœuvre, tenant un enfant par le juste au corps. Il hèle le petit mitron. « Tu as du pain pour le petit ?» Gervais accepte et tend du pain au petit garçon. « C'est toi qui tu devrais vendre, mon petit. » Il dit « Je suis pas à vendre. »« Ah bah alors donne-toi ton pain, on n'en veut pas, c'est toi qu'on veut. » Gervais comprend et il prend ses jambes à son cou. Quelques jours plus tard, il croise dans la rue 2 hommes déguisés en ouvriers, tellement mal grimés qu'on voit que ce sont des déguisements. Un ouvrier ne se grime pas comme ça. Il repère qu'ils se font signe de connivence quand il approche et il court, il prend ses jambes à son cou, il réussit de nouveau à échapper à une course de 5 adultes. Il a 5 adultes derrière lui. Il entre en trombe chez la maîtresse serrurière Marie Guérin qui le cache sous son établi. Marie Guérin, serrurière, est en conversation avec un ancien confrère qui s'appelle Gabriel Didier, qui est serrurier comme elle. Et voyant cet enfant terrorisé, tapis sous l'établi, il sort dans la rue en reconnaissance et il aperçoit au loin effectivement des hommes qui partent en courant et qui tournent le coin de la rue. Alors il sort le jeune garçon, il sort Gervais, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu serais pas plutôt un petit voleur? Qu'est-ce que tu cherches ?» Et Gervais dit « Écoutez, je peux pas ressortir, j'ai peur, ils en ont après moi. » Ils ont peine à le croire. Et il dit « Bon, qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Raccompagnez-moi, j'ai trop peur. » Alors, le compère Gabriel Didier prend le jeune Gervais par la main, le ramène chez son maître, le boulanger, qui corrobore tout ce qu'a dit le petit garçon. Il a donc dit vrai. Le lendemain, Gervais ressort, porter du pain, cette fois-ci, chez Madame Dejean, la femme du notaire. En chemin, il repère un fiacre d'où sort un homme qui l'attrape par sa basque. Là, il réussit encore à s'enfuir et il est poursuivi cette fois par 7 hommes, dont l'un réussit à saisir sa camisole. Mais comme il est plus fort et qu'il court plus vite, il réussit à s'échapper, il s'engouffre dans l'immeuble de Madame Dejean dont il gravit les étages. Ses poursuivants s'installent devant l'immeuble. Marie-Louise Dejean, la femme du notaire, a 60 ans. Elle connaît bien Gervais et elle le trouve tout tremblant de peur. « Mais qu'est-ce que tu as, mon garçon? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il explique « Ça fait 3 fois qu'on essaye de m'enlever. » Un domestique de Madame Dejean ouvre la fenêtre, met la tête à la fenêtre et aperçoit en face un homme qui marque une croix sur le mur de la maison d'en face. Toute la famille se mobilise. On assure à Gervais d'abord qu'il restera là le temps qu'il faudra. Ensuite, le notaire, personnellement, se propose d'aller chercher la boulangère, Marie-Madeleine Clément. Or, justement, celle-ci sonne à la porte, elle cherche son commis qui devrait être là. « Que lui voulez-vous » demandent les fils de la maison. Ils se sont assurés de son identité avant de la faire entrer. Tout le monde a reconnu tout le monde, on convient de la marche à suivre. Marie-Louise Dejean et la boulangère iront ensemble déposer plainte chez le commissaire Buisson. Celui-ci convoqua les 2 serruriers qui déposèrent l'intégralité du dossier. Et aux archives, Gervais, terrorisé, fut sans manger et sans boire pendant plusieurs jours, mais on cessa de l'importuner. Samedi 16 mai, 9h du matin, un habitant rue de la Masure reconnaît dans la rue Robert Fautrel, l'un des enleveurs du fils Marion, entouré d'exempt chasseurs de gosses. Il recommence. À peine sorti de prison, l'enleveur du fils Marion recommence. À moi, un enleveur d'enfants, à moi !» Les gens convergent. À mort, la foule furieuse prend en chasse l'enleveur d'enfants et le traque pendant 1 heure. Il sera renversé, roué de coups et laissé pour mort. Au Pont-Marie, sur la Seine, à 10h, François Rame stationne avec ses hommes tapis dans un carrosse.
Arrive le petit François Copain, 11 ans, qui trottine sur le quai. Sa mère l'a envoyé se renseigner sur le prix des coches en direction de Choisy. « Hé, petit, viens par ici, tu montes avec nous ?»« Sûrement pas. » François Copain accélère le pas. On le rattrape, il n'a que 11 ans, on lui bouche les yeux et la bouche, et malgré ses coups de sabot, on le jette dans un carrosse. Il y a déjà dans le carrosse 8 enfants, dont 2 petites filles de 5 et 8 ans. François, il se débat, il hurle, et il réussit à abaisser un des volets de bois mal fermés. Par le volet, il aperçoit un grenadier des gardes françaises. Il l'appelle « Au secours, au secours !» Le garde français s'appelle Abraham, mais il est surnommé Belle Humeur. Il s'approche du carrosse. « Où emmenez-vous ces enfants ?»« C'est pas vos affaires. »« Ah ouais !» Belle Humeur s'impose. C'est un homme très grand. Il ouvre la portière. Il se saisit de François qui sort avec les 2 petites filles accrochées à sa basque tandis que les garçons s'enfuient. Les petites étaient filles d'un limonadier de l'île Saint-Louis qui venait d'être raflé devant la porte de leur père. Elles voulurent remercier leur héros en lui donnant des boucles d'oreilles en or. Grand Prince, le petit, fils d'une revendeuse et d'un fort des Halles, refusa, mais il accepta une pièce de 12 sols, 30 € que le père lui donna. Il retourna raconter son aventure à ses amis. La colère monta. Au Pont-Marie, la voiture a été cernée de tous les artisans et domestiques du quartier. Les policiers réussirent à s'enfuir chacun pour soi. Lequesne, l'un des 3, tenta d'entrer chez un pâtissier qui le mit dehors. Il reprit sa course, entra chez un maître fournier qui le mit dehors également. Enfin, il entra chez une fruitière où ses poursuivants le retirèrent pour le massacrer sur le pavé. Le guet arriva à temps pour le sauver d'une mort certaine. La foule s'en prit alors à un certain Lanier qui fut pris à tort ou à raison, je n'ai pas les fins mots de l'histoire, pour un enleveur d'enfants. Le guet intervient et décide de l'emmener chez le commissaire Rochebrune. Donc on a le guet, l'enleveur d'enfants supposé au milieu, et la foule qui grossit. Des projectiles pleuvent des fenêtres. On envoie des gravats, des planches, des pierres, des cruches. On dit même que quelqu'un balança une marmite en fonte. La haine s'exprime. À mort les enleveurs d'enfants, à mort. La demeure du commissaire Rochebrune, rue Geoffroy-Lanier, est prise d'assaut sous la direction de Joseph Jacquet, dit Braillard, le bien nommé. La foule hurle, vocifère et menace. Le guet arrive et dégage la maison du commissaire en tirant dans le tas. Il tue un garçon boucher et fracasse la cuisse d'un commis. D'autres émeutes se dispersèrent toutes seules, mais on ferma la porte Saint-Antoine par précaution, de peur d'en voir surgir les ouvriers du faubourg. La rue Saint-Antoine était en insurrection. Les émeutes, on disait les émotions, étaient monnaie courante. Il y en avait depuis le début. Les exempts sillonnaient la capitale et pourchassaient les gosses. Pour 10 qui s'échappaient, ils réussissaient en général à en saisir 2. Ils les ceinturaient, les giflaient, les jetaient dans des fiacres loués pour la journée. Une fois le carrosse plein, ils allaient le vider au Châtelet ou à Saint-Louis et recommençaient. Ils en enlevèrent un jour 19 en 4 heures de temps, dont 6 dans la cour d'un immeuble, rue des Vieilles Étuves. D'autres dans la rue des Ménétriers, un enfant fut arraché des bras de sa mère qui, pour leur avoir, assura que c'était l'enfant de son maître, qui était conseiller au Grand Conseil. Le petit Jean-Baptiste Broquin, 10 ans, fils d'un caporal, demeurant chez sa mère. Jean-Baptiste Jacquinot, 13 ans. Jean-Antoine Lotin, 12 ans, fils d'un serrurier. Et de Jeanne Thomas, domestique chez un avocat. Et même le fils d'une tourneuse, le jeune Manceau, âgé de seulement 8 ans. Les archives du procureur général regorgent de suppliques, certaines écrites de mains malhabiles, de parents désespérés, suppliant qu'on leur rende leurs enfants raflés dans la rue. Paris comptait à cette époque-là 500 écoles. Les maîtresses se plaignaient de que les petits venaient de moins en moins. Ceux qui y allaient en groupe serré. On avait peur. Un chiffonnier rue Saint-Antoine perdit un jour sa petite Marguerite. Elle avait été enlevée avec une petite Nicole Moreau et conduite à la prison de Saint-Martin, la prison des prostituées. Les parents ont retrouvé leur petite en payant et grâce à l'aide de braves gens qui les aidèrent. Mais l'enlèvement de la petite Nicole Moreau fit du bruit dans le quartier. Son quartier, c'était le faubourg Saint-Germain. Plusieurs enlèvements y avaient déjà été déplorés, l'affaire de la foire Saint-Germain, celle du fils Taconnet. Il va un jour y en avoir un de trop. Et le faubourg va prendre feu. Le mercredi 20 mai,
Le marbrier Trouard entendit dans la rue des ouvriers se déclarer prêts à se révolter si on en venait à enlever un de leurs enfants. Des fauteurs de troubles, pensa-t-il, des colporteurs de rumeurs imbéciles. C'est comme ça qu'on déclenche les émeutes. Trouard, n'écoutant que son sens civique, décida d'en avertir le lieutenant général de police lui-même. Il n'était pas là. Il s'adressa à un subalterne, nommé Lartois, qui lui dit « Il est ordinaire que le peuple de Paris attribue à la police beaucoup plus qu'elle ne fait et que d'un rien on fait un fantôme. » Et il ajouta « Je suis surpris des bruits qui courent et de ce que les esprits soient si fort échauffés parce que cet ordre-là a été levé dimanche dernier. » C'est ainsi que Trouard connut l'existence d'ordres d'enlever des enfants donnés par le lieutenant général de police en personne. Les 20 et 21 mai, il y eut de nouveaux échauffourées, comme tous les jours depuis des semaines. Mais c'est le vendredi 22 mai que les émeutes allaient prendre un tour nouveau. Dès le matin, un attroupement se fit rive gauche devant le cloître de Saint-Jean-de-Latran. Mais il n'y eut là ni violence ni tapage particulier. Porte Saint-Denis, rive droite. Vers les 16 heures, des émeutiers rouent de coups deux passants qu'ils disent voleurs d'enfants. Vrai ou faux, on ne saura pas. Mais l'un des deux est mort sur place. Une escouade de guet à cheval arriva sur les lieux. Monsieur de Roquemont, cavalier du guet, parlementa avec le peuple et réussit à le contenir. Il fit porter le mort et le blessé à l'Hôtel-Dieu dans un carrosse. Mais la rumeur courait qu'un archer qu'on disait être enleveur d'enfants avait trouvé refuge rue du Gros Chênet au domicile du commissaire Desnoyers. C'était à 800 mètres. La foule s'y rendit et prit d'assaut l'hôtel du commissaire. Elle y cassa tout ce qu'elle pouvait trouver, les glaces, les pendules, les meubles, tout. On ne dira pas ce que sont devenus l'archer et le commissaire, mais en début d'après-midi, la même foule manque à massacrer des innocents ou bien deux mouches. On ne sait pas. Le gars arrive à temps pour leur sauver la vie. Les deux sont menés rue Saint-Martin chez le commissaire Defac. Le premier, Élie Joseph, est compagnon charron, il a reçu des coups de canne. Le second est tailleur d'habits, il est très gravement blessé. Le commissaire fait venir un chirurgien du voisinage pour les panser, puis il ordonne qu'on les mène à l'Hôtel-Dieu en urgence. Au moment où le carrosse tente une sortie par la porte cochère, une foule de plusieurs milliers de personnes, dont de très nombreuses femmes, fit une huée considérable qui fit reculer le commissaire Defac. La vie de deux hommes était en jeu, coupables ou innocents, on ne sait pas, mais leur vie était en jeu. Tandis que plusieurs escouades à cheval arrivent en renfort pour tenter de contenir la foule, le commissaire parlemente avec les émeutiers proches de sa porte. Ils acceptent de faire une brèche par où passent les deux blessés, qui seront finalement conduits à l'Hôtel-Dieu. Ceux-là ne seront pas morts. Le même jour, place de la Croix-Rouge, en plein cœur du faubourg Saint-Germain. Sous la porte cochère d'une maison s'affaire un cocher à une réparation. Par terre, devant la porte, joue son petit garçon. Passent trois archers habillés en civil, portant l'épée au côté. Hop, il s'empare de l'enfant, qu'il charge dans un carrosse. Le père sort de sous son carrosse, il accourt, il le leur arrache, les trois hommes s'enfuient, et l'homme crie « À moi la livrée !» C'est le cri de guerre des domestiques. La livrée est le costume des domestiques, chacun aux couleurs de son maître. L'homme ameute toute la maisonnée et organise une expédition punitive. Les exempts ont tourné dans la rue du Four. Ils cessent de courir et passent tranquillement devant un orfèvre. L'orfèvre, c'est Thomas Laurent, le beau-frère de celui qu'on avait enlevé au Montparnasse, un mois plus tôt. Il observe les trois hommes et leur trouve l'attitude bizarre. Il parle à voix basse. Soudain, un cri fuse. « Les voilà, les preneurs d'enfants !» Et la cavalcade commença. Premier réflexe de Thomas Laurent, puis de tous les commerçants et artisans de la rue, fermer boutique et se barricader, attraper les femmes et les enfants et les faire monter à l'étage et se mettre à la fenêtre pour suivre ce qui allait se passer. C'est comme ça qu'on a tous les témoignages. « À moi la livrée !» Le cri de ralliement des domestiques fait converger dans la rue tous les laquais, portiers, serviteurs et volets disponibles dans le quartier. Ils sont des centaines. Deux des trois exempts réussissent à prendre la fuite. Le troisième s'engouffre chez son ami le tailleur, rôtisseur, place de la Croix-Rouge. Les poursuivants s'arrêtent devant la rôtisserie. Dans la boutique se trouve un cavalier du guet nommé Duchesne. Il se poste devant la porte. « Allons, allons, messieurs, dit-il, que se passe-t-il? Que voulez-vous » La foule a grossi et fait des huées menaçantes. « Il y a ici un voleur d'enfants, vous le protégez peut-être ?»« Je suis préposé pour ça, répond le soldat. » La foule a grossi encore. Les manifestants s'agglutinent devant la porte et tentent de forcer le passage. Voyant cela, Duchesne tente de les repousser à l'aide d'une broche, le fou. Ce fut le signal. Quelques coups de pied firent voler la broche et les volailles, et la ruée se fit. Le sac de la rôtisserie commença. La famille Le Tailleur eut le temps d'envoyer un commis chercher le commissaire Bouquini, puis ils grimpèrent dans leurs étages, et ils assistèrent impuissants au saccage de leurs biens.
Le commissaire Bouquigny envoya chercher le sergent Duguet. Julien Barras rassembla 8 hommes et prit la direction de la Croix-Rouge. Il était 5 heures du soir. La place était noire de monde. Des milliers d'émeutiers étaient là, furieux. Le sergent réussit à percer la foule menaçante. Que se passe-t-il? On lui dit qu'on vient de tuer un voleur d'enfants dans la rôtisserie. Il atteint le centre de la place où gît un homme grièvement blessé. Il a les cheveux arrachés. Un de ses amis le soutient dans ses bras. Julien Barras s'approche le plus doucement possible. C'est le cavalier Duquesne. Il entreprend de le faire raccompagner chez lui pour le faire soigner. Une fois à l'abri, le jeune homme supplie le sergent de retourner à la rôtisserie pour y délivrer son père, cavalier dans le guet comme lui, qui se trouve en très mauvaise posture. Julien Barras ne put jamais atteindre la maison du rôtisseur. Quand il reparut, la foule énorme le menaça de mort s'il ne déguerpissait pas. Armés de tout ce qu'ils trouvaient, les émeutiers lapidaient la boutique et tenaient la rue. La force publique n'y pouvait plus rien. À 7 heures du soir, une nouvelle escouade du guet tenta de passer et y renonça comme la première. La foule avait encore augmenté et les biens du rôtisseur volaient par les fenêtres. La boutique partit en débris et toutes ses viandes passèrent de main en main. La nuit tombant, on arrêta même des carrosses pour en retirer des lanternes afin d'en éclairer la place. À 10 heures du soir, les émeutiers tenaient encore la rue, mais la foule était moins compacte. Une brigade de 50 hommes parvint à percer jusqu'à la rôtisserie. Elle en délivra les prisonniers et évacua 2 morts. Des voisins bienveillants rapportèrent au maître rôtisseur quelques pièces d'argenterie qu'on lui avait volées. Mais maître le tailleur était ruiné, sa maison pillée, son vin répandu, ses viandes volées, ses meubles détruits, tout son outil de travail saccagé. Il avait donné asile à un voleur d'enfants. Quelques détails sur cette intéressante journée. Il habitait là, rue du Vieux-Colombier, un certain Robert-François Damien. Il se distinguera 7 ans plus tard en attaquant le roi. Damien était domestique du comte de Maridor et le comte était à Paris à cette date, donc Damien était présent. Il fut nécessairement sollicité par « à moi la livrée ». Les rapports de police attestent que les domestiques dirigèrent l'expédition punitive et tenaient la rue. Quand le comte de Maridor viendra déposer le lendemain de l'attentat, en janvier 1757, il affirmera que la fille de son domestique Damien avait été enlevée par des exempts et que Damien, furieux, voulait faire un mauvais sort à Berryer. Quand la justice s'emparera de l'affaire de ces émeutes, elle constituera un énorme dossier disponible aux archives, plein des dépositions des prévenus et des témoins de tous ces jours de colère. Pour celle de la Croix-Rouge, on n'a conservé que les dépositions des forces de l'ordre. Pas un témoin, pas un prévenu n'a laissé de traces dans le dossier alors qu'il y a eu 2 morts. Lors du procès de Damien, pas une allusion n'a été faite à l'enlèvement de sa fille, ni à sa présence éventuelle au carrefour de la Croix-Rouge le 22 mai 1750. Bizarre, non ? Pendant que la Croix-Rouge prenait feu, au même moment, à 4 heures de l'après-midi, sur un quai de Seine, un soldat invalide faisait le pitre. Il s'appelait Nicolas-Claude Niftel, dit la jeunesse. Il était fin sou, il faisait des grimaces à un petit vielleux qui jouait sur le Pont-Neuf. La jeunesse demanda au gamin de jouer pour lui, et il fit mine de le payer avec une vieille paire de godasses qu'il portait autour de son bras, qu'il portait sous son bras. Et la foule du Pont-Neuf s'amusait. Des étudiants du Collège des 4 Nations s'approchèrent, des étudiants ou écoliers qui résistaient aux enlèvements depuis 2 mois. Des mois. En février, une 50aine d'entre eux sortant de l'école s'étaient rués sur un exempt et son écorce de la rue Saint-Martin. Un peu plus loin, d'autres enfants s'étaient rués sur des exempts, preneurs d'enfants sortant du catéchisme. Louis Ménétras, un ancien ouvrier, raconte même dans ses mémoires que son père l'accompagnait à l'école entouré de 7 garçons tonneliers portant chacun une barre de fer à l'épaule. Pendant cette affaire. Et Louis Ménétras, en 1750, avait 11 ans. Donc il a bien connu toutes ces choses-là, il les raconte dans ses mémoires. Donc ces étudiants des 4 Nations, qui sont très, très au fait de toutes ces émeutes et de tous ces enlèvements, et lui, eux, ils ne trouvent pas ça drôle. L'invalide qui fait le pitre avec le garçon. Ils se demandent, c'est un soldat ivre ou un exempt déguisé qui s'apprête à enlever un enfant seul, en lui faisant des grimaces. Il resserre le cercle autour de l'invalide. Qu'est-ce que tu fais là ? L'invalide semble dessoulé d'un coup, il se fâche et il se met à envoyer des coups.
Un étudiant crie « C'est un voleur d'enfants !» Invalide, mais pas trop, l'homme prend ses jambes à son cou. Voilà. La foule le prend en chasse. L'invalide atteint le quai des Orfèvres et il se réfugie chez un joaillier nommé Nicolas Lorillard. Le jeune Nicolas Lorillard vient de se marier. Il vient de s'installer comme joaillier et il offre l'hospitalité à un malheureux fuyard. 500 émeutiers vont faire le siège de sa maison. Le jeune mari a de l'honneur, il ne livre pas l'invalide, mais car l'hospitalité a ses règles, on lui lapida sa maison, toutes les vitres volèrent. Les émeutiers campèrent devant la maison. Étudiants, écoliers, ouvriers, charbonniers, ils ne lâchaient pas, ils voulaient l'invalide. À 18h, le guet arriva avec 2 escouades et se font remettre l'invalide. Et là, le valeureux Nicolas Lorillard livre l'homme aux forces de l'ordre pour sa sécurité. L'escouade emmène l'invalide chez le commissaire de la fosse, rue de la Calandre. C'est une rue étroite parallèle à la Seine qui aboutit en plein devant le palais de justice. La foule suit le guet et son prisonnier en poussant des clameurs. Ils ramassent des pierres. Quand ils passent le quai des Orfèvres, les Orfèvres leur fournissent des outils. Les Orfèvres, ce sont des travailleurs du métal. Ils ont des outils qu'ils donnent aux émeutiers. Ça sent l'insurrection. Le guet réussit à mener l'invalide chez le commissaire. Totalement dégrisé, l'invalide montre sa permission de s'absenter de l'hôtel des Invalides. Le commissaire fait alors l'ouvrir la porte et s'adresse à la foule. « J'ai la preuve qu'il s'agit bien d'un véritable soldat invalide et non d'un voleur d'enfants, comme si on ne pouvait pas être les deux. » Une clameur fait comprendre que l'argument ne tient pas, on réclame le voleur d'enfants. Pour calmer les esprits, le commissaire ordonne qu'il sera mené en prison afin qu'une information soit ouverte. On ne pouvait pas mieux faire, digne de l'autorité qu'il représente. Le commissaire referme sa porte et poste devant 2 soldats du guet. Les malheureux vont être criblés de pierres et d'insultes par les émeutiers. Toutes les vitres de la maison volent et celles des 2 maisons voisines. Les 2 soldats se réfugient dans l'allée, c'est-à-dire dans le passage de la maison, referment la porte et la foule entreprend d'enfoncer la porte. Ils n'y arrivent pas. Armés d'une hache, ils continuent, ils n'y arrivent pas. Ils commencent à la mettre en pièces, petit à petit, ils en font des bûchettes, puis ils allument de la paille et du bois pour tenter d'y mettre le feu. Les voisins, affolés à l'idée d'un incendie dans une ruelle aussi étroite, crient au feu et tentent de rameuter le guet. Dans la maison du commissaire, l'escouade passe à l'action. Il y a là, à sa tête, le vénérable sergent du guet, âgé de 72 ans, Denis Dupré. L'escouade sort de la maison du commissaire, baïonnette au canon, ils déchargent leurs armes sur la foule, 2 morts et de nombreux blessés. Eh bien, la foule ne se calme pas, l'excitation redouble. Ça fait trop longtemps que ça dure. Soucieux d'épargner des vies, le sergent Dupré sonne la retraite et fait rentrer ses hommes chez le commissaire. Celui-ci est souffrant. On l'a trouvé en robe de chambre. C'est dans cet équipage qu'on le fait évader avec femme et enfants grâce à une échelle posée sur un mitoyen. Et de là, il va rejoindre la maison du premier président du Parlement, M. de Maupoux, à qui il rend compte de la gravité de la situation. À 10h du soir, l'émeute dure encore. La situation est insurrectionnelle. Aucune autorité ne semble pouvoir remettre de l'ordre. Au bruit d'une chaise de poste, les émeutiers pensent que le guet à cheval peut venir les déloger. Alors ils tendent des chaînes aux extrémités de la rue. Et ensuite, ils crient « aux armes ». Mais des armes, ils n'en ont pas. Il faut donc en trouver. Au pont Saint-Michel se trouvent des boutiques d'armuriers et de fourbisseurs d'armes. Pour se faire une idée de la violence de l'insurrection, il faut savoir que les émeutiers allèrent frapper à la boutique du maître Ravoisier. Frappe-t-on quand on est quand on est en insurrection pour avoir des armes? Maître Ravoisier paraît à la fenêtre. « Qu'est-ce que vous voulez? Bougre, donne-nous des armes !» Maître Ravoisier refuse et une grêle de pierres s'abat sur sa devanture et ses volets fermés. À l'intérieur, lui, ses commis, sa femme, ses filles tombent de cosse et de tout. La devanture et les volets vont tenir bon. Les émeutiers doivent aller chercher ailleurs. Ailleurs, c'est à côté. Le voisin est armurier. Maître Pierre Chassé paraît à son tour à la fenêtre. « Qu'est-ce que vous voulez ? Des fusils ! Pas de problème. Allez chercher un ordre du commissaire, je vous en donnerai autant que vous voulez. On s'en fout de ton commissaire, donne-nous des armes. » Furieux, ils entreprennent d'attaquer sa devanture qui résiste aussi bien que celle du fourbisseur. On imagine que des marchands d'armes et des fourbisseurs doivent être quand même assez bien protégés dans leur domicile. Donc ils essaient de soulever la porte avec un bâton, c'est le bâton qui se rompt. De dépit, ils envoient des coups de pied puis des pierres. La porte tient bon.
Un maître bottier du quartier sort du lit et vient parlementer. Les émeutiers sont une trentaine, ils ont 20 ans. À leur tête, un jeune brocanteur, François Urbain, il a 17 ans. Ils ont la rage. Pour eux, ils veulent la mort des enleveurs d'enfants. Le bottier leur parle doucement. « Pourquoi voulez-vous vous en prendre à un honnête homme ?» Un marchand de vin s'est levé également, il s'approche des jeunes. « Que voulez-vous faire? Prendre des armes? Mais vous n'aurez ni balle ni poudre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous ruineriez inutilement d'honnêtes artisans. Allez, allez vous coucher. » Et les jeunes gens entendirent raison, se calmèrent et se dispersèrent. Quelques paroles sensées et bienveillantes mirent fin à une spirale de fureur incontrôlable. L'armurier prudemment passa le reste de la nuit à monter ses fusils à l'étage. Rue de la Calandre, les troubles continuaient. La même cause produisit les mêmes effets. La compagnie de l'Étoile se présenta. 40 cavaliers du guet, dirigés par 2 officiers, Duval et Roquemont. Roquemont montra l'écrou, mais il s'adressa aux émeutiers avec douceur. Il leur fit entendre raison. Les émeutiers se dispersèrent dans le calme. Tout le monde alla se coucher. Il était 23 heures, la rue peu à peu se vida et le silence revint enfin. Très tard dans la nuit, on prit en charge le fameux invalide. On l'habilla de telle sorte qu'on ne le reconnaisse pas et on le fit sortir par l'échelle. Le lendemain samedi, toute la ville ne parlait que de ça. Les gens s'assemblaient à tous les carrefours. On alla voir les dégâts de la rue de la Calandre. La façade du commissaire était presque entièrement détruite. Les boutiques voisines étaient endommagées. Le marchand de vin dit qu'il lui en coûterait au moins 100 livres en bois et en vitre pour refaire sa propre devanture. Il enverra quelques jours plus tard au procureur général les devis du menuisier et du vitrier, requis pour le faire, 100 livres, 3 000 euros. Le nom de Nicolas René Berrier était sur toutes les lèvres. Il est lieutenant général de police responsable de l'ordre, donc du désordre. Et il écrit au commissaire Régnard le Jeune. « Il serait nécessaire, monsieur, pour contribuer à calmer la populace et dissiper les inquiétudes qui, quoique mal fondées, paraissent augmenter, que dans le cas où il serait conduit chez vous, soit par cette populace, soit par le guet, quelqu'un qu'on accuserait ou qu'on soupçonnerait d'avoir voulu arrêter quelque enfant, de l'envoyer sur le champ et sans le garder chez vous un seul instant à la conciergerie, coupable ou non, et cela à la vue de tout le peuple que l'on n'empêcherait pas de l'y suivre s'il en avait envie. Monsieur le Premier Président et Monsieur le Procureur Général approuvent que vous envoyez ainsi et ils désirent que vous leur en rendiez compte sur le champ ainsi qu'à moi. » Mal fondées les rumeurs d'enlèvement. Les registres de l'hôpital de Bicêtre donnent les noms de 38 enfants entre 8 et 17 ans qui étaient entrés là sous ses ordres, auxquels il faut ajouter les filles mises à la salpêtrière et ceux que leurs parents retirèrent du Châtelet et de Fort-l'Évêque. À la date où Berrier écrit au commissaire Régnard, seuls 12 des 38 sont ressortis. Les autres attendront des semaines, parfois des mois pour ressortir, et on ne dit pas pour où. 38 enfants, ça fait 38 familles, des centaines de parents proches, des milliers de voisins, et un peuple en furie. La lettre de Berrier indique que les plus hauts magistrats du Parlement étaient d'accord pour abuser le peuple et le laisser s'exciter un peu pour qu'il ne s'excite pas trop. Il n'avait encore rien vu, il allait voir ce qu'il allait voir. Au quartier du Palais Royal se trouvait un marché qu'on appelait le marché des 15 vins. Voilà, à côté de l'hôpital du même nom. Et ce samedi 23 mai, lendemain de l'affaire du jour de la Calandre et de l'affaire de la Croix-Rouge, un jeune homme de 20 ans donne de l'argent à une petite fille pour qu'elle aille au marché lui acheter des cerises. Alors, des cerises au mois de mai, oui, c'est bien ça qui est dit dans le dossier. Des cerises au mois de mai. Disons que c'était un mois de mai particulièrement chaud et beau, et qu'il y avait des cerises à cette époque-là. La petite fille était connue, son père était tapissier. Une femme vit le manège du jeune homme et alla prévenir sa mère. Elle lui dit « C'est l'abbé, un voleur d'enfants là, qui s'en prend à ta petite. » L'abbé, on le connaît, c'est un indicateur de police. Des doigts accusateurs convergent en la direction du jeune homme. Il hausse les épaules, il s'en fiche, il repart et la petite retrouve sa maman. Le quartier a vu enlever récemment un petit commissionnaire. Tout le quartier s'est mobilisé pour le récupérer chez Berrier. On s'est même cotisé pour payer les frais. Et 2 jours plus tôt, 3 autres petits décrotteurs ont également été enlevés dans ce quartier-là et sauvés par la population du quartier. L'abbé, le jeune homme, habite avec Geneviève Olivier, rue Croix des Petits Champs.
Geneviève est veuve d'un maître tapissier de 41 ans, sans profession, à part espionne pour la police, maquerelle, pourvoyeuse de chair fraîche et tout et tout. Geneviève, 41 ans, la maîtresse d'un beau jeune homme de 20, elle vient d'être cambriolée et elle emmène son amant déposer plainte avec elle chez le commissaire du Verger, rue Saint-Honoré. Au commissariat, on est trop occupé pour prendre leur plainte, on leur dit de revenir le soir. Et Geneviève sort la première du commissariat et au moment où l'abbé doit sortir, un inspecteur du nom de François Dumont, qui arrive de chez Berrier, entre et lui dit « Oh, toi, je te conseille de faire le profil bas ». L'abbé hausse les épaules, il dit « J'ai peur de personne, tu as tort, il y a du monde dehors, on dirait qu'ils en ont après toi ». « Je m'en fiche, dit-il. Geneviève a tourné la rue et elle entend une clameur derrière elle. Quelqu'un passe et lui dit qu'on est en train d'assassiner un homme en rouge. Elle repart en courant et elle trouve son amant l'abbé en sang et couvert de boue. La foule lui est tombée dessus à bras raccourcis. Elle se précipite et elle ment pour le faire libérer. Vous le prenez pour un autre, c'est pas qui vous croyez. Attendez, je le connais, il est domestique de monsieur machin chouette. Elle attrape son amant, elle le prend par le bras et elle l'emmène. Ses vêtements sont en loques. Une femme qui le voit arriver dans cet équipage lui suggère d'entrer dans un cabaret pour les premiers soins. Le cabaretier dit non. Non, pas chez moi. Passe un palefrenier qui leur barre la route. Il dit, mais je le connais, lui, c'est la mouche de Pousseau. Pousseau, c'est le plus haï des inspecteurs de Berrier. Il vit avec une femme qu'on appelle la maréchale, qui est maquerelle, mouche de police, voleuse, raquetteuse, qui se fait payer certains services en complaisance sexuelle, que du beau linge. Geneviève comprend le danger, elle lâche son amant en lui criant « Sauve-toi, sauve-toi !» L'abbé s'échappe et s'engouffre dans la boutique d'un maître Cartier. Il se rue sur la femme de maître Triolet en criant « Madame, sauvez-moi, sauvez-moi !» La foule entre, se précipite sur lui, qui est agrippé à Madame Triolet. Elle tire et lui tire sur Madame Triolet. La boutique est entièrement retournée, entièrement détruite, et quand maître Triolet entre dans sa boutique, il était à l'étage, il trouve sa femme par terre, piétinée, défaite, sa boutique détruite, et sa fille commotionnée. Tous les artisans de la rue se barricadent, Jean Triolet le premier, mais également le mercier Nicolas Fayon et la vendeuse de poterie Madeleine Calon. Tout le monde se barricade chez elle. Une fois les biens en sécurité, tous vont suivre les événements, soit sur le pas de leur porte, soit à l'étage. Ils témoigneront, et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire. L'abbé, une fois sorti de chez le quartier, a un peu de répit. Geneviève la rejoint et le soutient. Ils remontent lentement la rue de l'Échelle et pénètrent dans les écuries des Tuileries. Là, des palefreniers les aident à sortir discrètement et à rejoindre le marché des 15-20 où Geneviève a une amie qui loge dans les étages. L'abbé est reconnu à peine en arrivant. Un individu le poursuit dans le marché avec une cuillère à peau en rameutant la foule. L'abbé se précipite dans les étages, il monte et il sait qu'au 5e loge une certaine Denise, blanchisseuse de son état, qui héberge Pousseau en personne. En fait, il ne réussit à atteindre que le 4e étage où une autre blanchisseuse, la dame Roseau, lui ouvre sa porte et le cache sous son lit. Il n'y a que des comparses dans cet immeuble. La dame Roseau joue les innocentes et quand les poursuivants arrivent, elle va avec eux pour les aider à chercher, elle les aide à chercher plus bas. L'abbé restera 1h30 sous le lit à respirer la poussière. Au rez-de-chaussée, les gens parlementent. La foule s'amasse. Où est-il? On l'a vu entrer. Il est sûrement parti par les toits. Geneviève affolée arrive, elle monte au 5e étage où la Denis la rassure. Elle dit « Ne dites rien, il est en dessous chez la Roseau, ne dites rien ». Elle redescend et elle trouve les poursuivants qui envisagent de quitter l'immeuble quand une autre blanchisseuse intervient en disant « Moi je vous dis qu'il est là, je l'ai vu entrer et je ne l'ai pas vu ressortir ». Arrive le syndic de l'immeuble, le sieur Deveau, il dit « C'est moi qui commande ici. Alors nous allons voir s'il est là, on va ouvrir toutes les portes ». Il est serrurier en plus. Une fois qu'on a ouvert toutes les portes, il ne reste plus que chez la fameuse. Et elle est devant sa porte, les bras croisés. On n'entre pas. Ah ouais. Deveau la repousse, il entre, et un cri emplit la cage d'escalier. Il est là! De partout, le cri fuse, jetez-le par la fenêtre. Et en bas dans le marché, il se fait un grand demi-cercle autour de la fenêtre pour le voir tomber. Quelqu'un suggère ce serait mieux de le mettre la tête en bas dans les latrines. Deveau intervient. Il interdit qu'on tue un homme de sang-froid dans son immeuble. Il est syndic, donc responsable. Chez moi, on ne fait pas ça. Et il dit, je l'emmène chez le commissaire. L'abbé dévale les 4 étages en sang sous les huées. Il croise Françoise Richaume, la belle-sœur de Deveau, qui est horrifiée. Elle dit, mon Dieu, comment peut-on accommoder un homme comme ça? Arrivé en bas, la foule l'engloutit.
Deveau saisit Geneviève par le bras et la chasse brutalement. Il la déteste comme toutes les autres de sa bande. Arrivée en bas, elle est accueillie dans le couloir par une bouchère, une charcutière, une rôtisseuse, quelques harengères et la femme d'un serrurier et quelques crocheteurs et étaliers du voisinage. Ils vont enfin lui dire ce qui se pense de son petit commerce. La roue tourne, c'est plus la police qui va faire la loi maintenant. Il lui barre la sortie et se jette sur elle à coups de pied, coups de poing, lui arrachant sa capote, son bonnet, son manteau. De l'arrière-boutique à côté, Alexandre Dortier, garçon boucher, pris d'un besoin pressant, sort dans le couloir et les trouve. « Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites à cette dame ?» Geneviève est complètement commotionnée, elle a ses habits défaits. Les agresseurs retournent à leur étal. Geneviève retournera 3 jours plus tard, remercier son sauveur qui lui dira qu'il a fait avec elle comme il aurait aimé qu'on fasse pour lui. Et c'est tout. Geneviève ne reverra jamais son amant. L'abbé fut conduit au commissariat, suivi par une foule grossissante. Un jeune homme le tenait de main ferme. « On ne le touche pas !» Ils atteignent le commissariat en même temps que le guet qui court pour les rattraper. Midi a sonné. Quand Louis Paillard, clerc du commissaire, ouvre la porte de l'étude à 2 jeunes gens. Ils tiennent l'abbé. Ils sont suivis d'une foule immense, impressionnante. Les 2 jeunes gens entrent de force. L'abbé s'avachit sur une chaise dans l'étude, épuisé, le visage en sang, les lèvres éclatées, son vêtement tout déchiré. Arrive le commissaire, il habite à l'étage au-dessus. Au même moment, une brigade du guet réussit à se frayer un passage depuis la barrière Saint-Honoré jusque dans le commissariat. Et comme les sergents Jean Courbiget et Jean-Louis Durier entrent, plusieurs émeutiers s'insinuent derrière eux et prennent place dans le commissariat, dans l'étude, dans l'escalier, dans la cour. Dehors, la foule est compacte, mais calme. Le sergent Courbiget entreprend de repousser la foule avec le plus de doigté possible. « Messieurs, messieurs, on va vous rendre justice, attendez juste un peu. » Tu parles, on va le croire. Il serre ses hommes les uns contre les autres en un mur infranchissable. Dehors, un domestique surnommé Chambéry mène la danse. Sa femme est ravaudeuse et nourrice à l'occasion. Il est hors de lui. Sa femme et ses enfants font tout leur possible pour le retenir. « Arrête, papa, arrête !» Il s'excite, il s'accroche à sa basque en disant « Calme-toi, calme-toi, mon chéri, calme-toi. » C'est à lui, il a l'air d'avoir tellement d'autorité que c'est à lui que les sergents s'adressent. Justice sera rendue, tout va s'arranger, l'abbé est à l'intérieur, on va s'occuper de son cas. Chambéry dit « D'accord, je demande à voir. Vous m'emmenez voir. » Et il constate, il entre avec les gens du guet, et il constate que l'abbé est bien là et qu'il va ressortir. Pour lui faire passer la porte cochère, l'escouette fait demi-tour droite. Et à ce moment-là, Chambéry hurle « Sacré bon Dieu, le bougre est là, à l'attaque !» Et c'est le signal. L'escouade se jette sur les 2 battants de la porte cochère, mais des débris par terre empêchent de la refermer. Dehors, des centaines d'émeutiers poussent. Ils réussissent à refermer sous une grêle de pierre. Le siège du commissariat commence. La foule se rue chez un cabaretier voisin et casse absolument tout pour faire des armes. Le comptoir, les tables, les chaises, les pots, les pintes, les brocs. Tout va se fracasser sur la devanture voisine. Terrorisé, le marchand de vin se réfugie dans la cave. Il ne restera rien de son cabaret, pas même les nappes, ni bien sûr l'argent de la caisse, ni une demi-douzaine de petites fourchettes en argent. Le commissaire s'est mis à l'abri à l'étage. Pierre Paillard, le clerc, monte dans les latrines à l'étage, d'où l'intérêt d'avoir des besoins quelquefois, d'où il observera le sac du commissariat par la fenêtre juché sur la lunette. Durier et ses hommes font une double haie des 2 côtés de la porte cochère, baïonnette au canon. Dehors, les émeutiers vont chercher des échelles pour escalader la façade et atteindre les appartements privés du commissaire. Tous les habitants du quartier, qui ne manifestent pas, se barricadent. Une véritable grêle de projectiles s'abat sur le commissariat, montant et descendant en vagues continues, au milieu d'une clameur haineuse. Toutes les vitres de la devanture éclatent. Le panneau de la porte d'entrée cède enfin. Un coup de feu retentit. On entend un ordre donné au guet de tirer à son tour. 2 coups partent et on voit ressortir plusieurs des assaillants qui étaient entrés. La violence redouble. On évacue un mort. Le guet a des fusils pointés au dehors. Un émeutier les abat d'un grand coup de barre de fer. Les émeutiers pénètrent dans le commissariat. Durieux n'a plus que 12 hommes valides. Dehors, ils sont des milliers, armés de planches à clous, de barres de fer, de pavés énormes. Malgré 4 coups de feu, les assaillants n'ont pas reculé. Durieux et ses hommes sont dans la cour de l'immeuble où on commence à les lapider depuis les fenêtres intérieures. Durieux comprend que la sédition a eu le dessus. Il faut se rendre. Le commissaire Laverger donne alors l'ordre de livrer l'abbé. Durier va le chercher dans l'étude et le conduit dans la cour. Une nouvelle clameur remplit l'espace et les émeutiers se saisissent de lui. Le sergent tente vainement de le protéger encore. « Nous allons le conduire en prison, vous pouvez même nous accompagner », l'ordre Berlier qu'on a vu. C'est fini. Un émeutier l'arrache de ses mains et se dirige vers la porte en menaçant « Toi, foutu gueux, tu n'as qu'à t'en aller à présent avec les gens foutres que tu as avec toi. »
On relâche Chambéry, celui qui avait mené la danse. L'abbé jette sur sa tête ce qui tenait encore de sa cape et il franchit le seuil du commissariat. Louis Paillard quitta ses cabinets, se fraya un passage dans un escalier noir de monde et franchit le seuil à son tour. L'abbé était par terre, sur le ventre. Des témoins voient de loin des bras monter et descendre en cadence comme font les ouvriers qui battent du plâtre. Ce sont des gens qui rouent, rompent et assomment à coups de bâton, de planches, de barreaux et de pierres un enleveur d'enfants. Il essaye de se relever, on le laisse faire. Il rampe en direction de l'église Saint-Roch et s'étale sur les marches. « Pitié, pitié !» gémit-il. Un abbé accourt et supplie qu'on le laisse au moins se confesser. Il relève la tête et regarde ses bourreaux. « Pardon, pardon, donnez-moi un confesseur. » Une femme, Adrienne Boucher, lui répond. Elle lui lâche un énorme pavé sur la tête. « Tiens, bougre, le voilà ton confesseur. » C'est fini. Un apprenti sellier le tire par le bras et le traîne dans le ruisseau. On vient l'aider, on soulève le corps et le convoi se dirige vers chez Berrier. Il habite là, de l'autre côté de la rue. La foule accompagne le cortège et on demande des clous, des gros clous pour clouer le cadavre sur la porte. On ne trouve pas de clous. Alors on lapide la maison comme on a fait du commissariat. Toutes les vitres volent, la porte est enfoncée et la foule s'engouffre. Berrier n'est plus là. L'homme le plus puissant de Paris a escaladé à l'échelle le mur mitoyen qui donne sur le couvent des Jacobins et il a pris la fuite avec sa femme et sa fille. De là, il se rend à Versailles. Il ne regagnera ses foyers qu'au milieu de la nuit avec une escorte de 200 cavaliers. À 10h du soir, le commissaire du guet Roquemont, celui de la rue de la Calandre, se présente au domicile de Berrier, pâle comme un noyer. Il parlemente avec douceur avec les émeutiers. Il leur promet justice en les rassurant sur leurs craintes. Personne n'y croit. Alors, soucieux d'épargner des vies, il place ses cavaliers à 8 de front et, sabre au clair, il les lance au grand galop sur la foule. Celle-ci, pour éviter d'être écrasée, s'écarte et laisse le passage. La foule sera totalement dispersée, sans aucun dommage. On posa le cadavre sur une échelle pour le faire porter à la morgue. 6 escouades furent utilisées pour le sinistre convoi. La foule les accompagna en brandissant les nippes ensanglantées de l'abbé sur des pics. Ainsi s'acheva la marche rouge, la fureur des braves gens devenus enragés parce qu'on avait touché à l'intouchable, leurs enfants. Dimanche 24 mai 1750, dans l'après-midi, les Parisiens viennent en foule de promenade dominicale visiter la rue de la Calandre, la place de la Croix-Rouge et la rue Saint-Honoré. C'est un joli spectacle. Façades lapidées, vitres brisées, des débris partout. La police est sur les dents, partout. On dit des horreurs sur le roi. Des rumeurs disent qu'il faut aller brûler le château de Versailles qui a été élevé aux dépens du peuple. On installe la troupe sur le pont de Sèvres et le défilé de Meudon, passage obligatoire pour aller à Versailles. Des arrestations ont eu lieu, il va y avoir un procès. Le Parlement va entrer en scène. On a 2 versions possibles, 2 explications possibles à cette affaire. Soit les policiers, ayant reçu l'ordre d'arrêter des mendiants, ont abusé de leur autorité pour enlever des enfants afin d'extorquer de l'argent à leurs parents. Ce sont donc des abus d'agents subalternes pour raison de cupidité. C'est donc du vol, de l'extorsion, du racket, dirions-nous. Soit les enlèvements ont été ordonnés. Il s'agit donc de traite d'êtres humains, c'est autrement plus grave. Lundi matin, l'affaire s'est passée un samedi, lundi matin, retour du Parlement des vacances de Pentecôte. Messieurs du Châtelet, c'est le tribunal de police, et le lieutenant général de police demandera à être entendu par messieurs du Parlement, la Cour souveraine. On les reçoit immédiatement. Voici ce que dit Berrier. Des gens mal intentionnés et dans la vue de troubler le repos des citoyens ont affecté de répandre des faux bruits en disant qu'il y avait des personnes chargées d'enlever des enfants dans ces circonstances. Ils croient ne pouvoir faire mieux que d'en instruire la Cour et d'attendre de sa prudence qu'elle veuille bien prendre des mesures nécessaires pour rassurer les esprits et punir les coupables et par là rétablir la tranquillité publique. Ils dénoncent donc des broutilles, des faux bruits, des gens qui peuvent semer le trouble et un peuple assez imbécile pour le suivre. On a bien vu que ce n'est pas des faux bruits, que des enfants étaient bel et bien enlevés. L'avocat du roi, ce qu'on appelle le parquet, Lefebvre d'Ormesson,
demande et écrit qu'il sera informé tant des émotions populaires et assemblées qui ont été faites dans cette ville et faubourgs de Paris contre ceux qui auraient répandu le faux bruit d'ordre donné pour enlever des enfants et auraient occasionné par là les différentes émotions qui sont arrivées, et même contre ceux qui se trouveraient coupables d'hésits enlèvement si aucun il y a. On va donc poursuivre ceux qui diront avoir reçu des ordres d'enlever des enfants. Mais ils en avaient tous dans les poches et ils les ont montrés. Et en plus, on va mettre sur le même pied les émeutiers et les enleveurs. Et ces derniers se verront interdits de se défendre, puisqu'on n'aura pas le droit de dire qu'on a reçu l'ordre. On désigne Aimé Jean-Jacques Sevère pour diriger l'information. Les termes de l'avocat que je viens de lire sont placardés dès 11 h du matin au carrefour de la ville. Les gens les arrachent en crachant. Quelqu'un dit qu'il peut se torcher le cul avec ce bel arrêt qui ne leur rendra pas leurs enfants. À cette date, il en manque encore. Ils sont à l'hôpital général, je les ai trouvés, notamment le fils Annick, y est encore. Les affiches sont maculées, arrachées, et on procède à des arrestations de gens qui ont maculé des affiches. Et pendant ce temps, des enlèvements d'enfants continuent à Vincennes, à Bagnolet, à Vitry, à Saint-Cloud, et le peuple leur tombe dessus à bras raccourcis, à Orléans, à Toulouse, à Lyon, à Vienne. Des enlèvements d'enfants se font dans tout le royaume. Information incidente. Aimé Jean-Jacques Sevère, chargé de l'instruction du procès des enleveurs d'enfants et des émeutiers, instruira dans quelques années le procès de Robert-François Damien. Qui pouvait être responsable de ces émeutes et de ces exactions? Le roi? Il est fou d'imaginer que pareille exaction ait pu être ordonnée par le monarque, dont la responsabilité n'est pas pour autant engagée, parce que Berryer était l'homme de la Pompadour et le roi laissait à la Pompadour faire ce qu'elle voulait. La Pompadour était liée par la naissance au milieu d'affaires et aux faiseurs d'argent. Le roi a eu vent de la fable d'un prince ladre qui prenait des bains de sang d'enfants. Il est ulcéré qu'on puisse laisser supposer qu'il enlèverait des enfants pour les égorger et se baigner dans leur sang. Il a raison d'être ulcéré. Il aurait raison d'être ulcéré si c'était vrai, mais ce n'est pas lui qui est en cause. Et de toute façon, cette fable, pour autant que j'ai compris, a été propagée pour détourner l'attention sur des faux enlèvements, pour qu'on ne voit pas les vrais enlèvements. Donc le roi dément fermement avoir donné aucun ordre d'enlever des enfants, ce qui n'interdit pas que quelqu'un d'autre ait donné les ordres. En l'occurrence, on connaît le nom, c'est Nicolas-René Berryer. Un jour que le roi va de Versailles à Compiègne, il refuse de passer par Paris. Il dit « Et quoi, je me montrerai à ce vilain peuple qui a dit que je suis un Hérode ?» Il contournera Paris désormais en traversant à Saint-Ouen. On appellera cette route le chemin de la révolte. Le roi n'a retenu de ce que j'ai appelé la marche rouge, c'est-à-dire de cette fureur populaire, que l'affront personnel que cela lui faisait. Entre le peuple et lui, le gouffre est béant. Jean-Jacques Sevère, chargé de l'instruction, fit procéder à une trentaine d'arrestations. On convoqua 225 témoins, dont les témoignages constituent l'épais dossier dont je me suis servi. Ils déposeront entre le 27 mai et le 26 juillet. Parmi les arrêtés, on a 6 preneurs d'enfants, Sébastien Leblanc, Julien d'Anguisy, Jean-Auguste Amar, Antoine Sevère, Joseph Fayon et enfin Jacques Bruxelles. Ni Emmanuel Giraud ni François Mille qui enlevèrent à qui mieux mieux. Ils seront témoins à charge. Ni Jean Pousseau, le fameux de l'affaire de la rue Saint-Honoré, décidément très protégé. 12 émeutiers parmi les lanceurs de pierres, meurtriers de l'abbé ou ceux qui violèrent le domicile du commissaire ou ont tenté d'y mettre feu. Donc 12 émeutiers, 6 preneurs d'enfants et 13 lampistes pour des broutilles, des gens qui ont donné des gifles, arraché une affiche. Le 29 mai, l'arrêt est placardé partout qu'il n'y a pas eu d'ordre de police pour arrêter des enfants. Tout le monde sait que c'est faux. S'il y a eu des enfants arrêtés, que leurs parents se présentent pour en obtenir l'élargissement. La Gazette d'Amsterdam, presse en soutien à la janséniste qui imprime à Amsterdam à l'abri de la police française, la Gazette d'Amsterdam du même jour rapporte qu'à Paris, des émotions populaires ont été occasionnées par des faux bruits. Ce qu'on appelle un faux bruit, c'est une rumeur mal fondée. Tout le monde ment, il n'y a eu aucun faux bruit, il n'y a eu que d'authentiques enlèvements réels et rémunérés. Tout le monde ment dans cette affaire.
Berryer va raconter au juge qu'un mystérieux homme en noir a été vu samedi 23 mai distribuant de l'argent devant chez le commissaire Laverger pour exciter la foule. C'est cette version de Berryer qui sera retenue par le duc de Luynes dans ses mémoires et également par le marquis d'Argenson. Cette version-là arrange les gens. Le peuple est manipulé, le peuple ne veut rien par lui-même, il est trop bête, s'il se révolte, c'est qu'on le paye à ça. Personne ne veut comprendre que le peuple de Paris s'est révolté parce qu'on lui volait ses enfants. L'interdiction de mentionner qu'on ait reçu des ordres d'enlèvement d'enfants ne fut pas respectée à Paris. Les agents de Berryer se défendirent comme des diables et montrèrent au juge les ordres qu'ils avaient reçus, ainsi que les échanges de correspondance qu'ils avaient eus avec Berryer. Mais comme Berryer était suffisamment habile pour n'être pas complètement explicite, il a pu s'en sortir en disant que ce n'était pas exactement ça qu'il voulait dire, mais tout le monde avait compris, et tout le monde avait compris qu'il payait surtout pour ses prises. Au même moment, pendant cette période d'instruction de l'affaire des enlèvements d'enfants, 2 homosexuels, Jean Diot, âgé de 40 ans, et Bruno Lenoir, âgé de 24 ans, ont été arrêtés en janvier pour crime de sodomie sur la voie publique, rue Montorgueil. L'arrestation était banale. Arrêter des homosexuels pris en flagrant délit, c'était la règle, disons. Et elle se terminait en général par une admonestation et une proposition des homosexuels coupables d'entrer dans la police pour servir d'indicateur. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Je suppose que c'est encore comme ça que ça se passe. Le 8 juin, donc ils ont été pris en janvier, le 8 juin 1750, ils ont été condamnés tous les deux à être brûlés vifs, mais leur peine a été commuée immédiatement en séjour à Bicêtre. C'est comme ça qu'on s'y attendait. On fait les gros yeux. C'est-à-dire que ce n'est pas le crime d'homosexualité, c'est la sodomie, c'est la place publique quand même, c'est autre chose. C'est pas pour ce qu'ils étaient, mais c'est pour ce qu'ils faisaient qu'ils ont été arrêtés. Donc tout le monde s'attendait à ce que la peine soit commuée en séjour à Bicêtre. Si on avait dû brûler tous les homosexuels de Paris, ça aurait fait des gros bûchers, il fallait qu'on garde du bois pour se chauffer l'hiver quand même. Et voilà que le 6 juillet, un coup de théâtre ébranle la ville, on apprend que les 2 homosexuels vont être brûlés en grève. On ne disait pas homosexuels, on disait des sodomites. On apprend qu'ils vont être brûlés en grève. Personne ne comprend pourquoi une telle sévérité. Il faut savoir qu'on les a étranglés, on ne les a pas brûlés vifs, on les a étranglés avant, et c'est leur cadavre qui s'est consumé face à l'hôtel de ville. Pourquoi les autorités ont-elles fait ça? On ne comprend pas, c'est une sévérité inhabituelle. Il n'y a pas de précédent. Tous les homosexuels qu'on a exécutés avant cela, ils n'ont jamais été exécutés pour autre chose que corruption, pédophilie, meurtre. C'était jamais pour sodomie à soi tout seul. Eh bien, on peut imaginer que pour donner le change et faire taire de vilaines rumeurs sur la destination des enlèvements d'enfants, on a été sévère à bon compte envers 2 homosexuels qui n'étaient protégés par personne parce qu'ils venaient du peuple. C'est en tout cas une hypothèse qu'on peut retenir. Le samedi 1er août, sont interrogés les 20 accusés sur la sellette. Le peuple est présent en masse au palais. On a posté des archers sur toutes les issues de la grande chambre. Des régiments de gardes françaises et de gardes suisses sont prêts à marcher des 4 coins de la capitale. Le guet à cheval est présent tout autour du palais de justice. Jamais de mémoire d'homme on a vu le palais de justice gardé, comme il va l'être ce jour-là. La rumeur court que des ordres ont été donnés de ne pas charger la police. Et la rumeur court, toute la ville en parle, y compris les mémorialistes. C'est-à-dire que les gens savent que des ordres ont été donnés aux juges d'être cléments avec les exempts. Toute la ville retient son souffle et la sentence tombe. Le jeune François Urbain, le brocanteur de 17 ans qui avait mené la cabale rue de la Calandre, est devant le fourbisseur du pont Saint-Michel. Le charbonnier Jean-Baptiste Lebeau, blessé le 16 mai rue des Non-Indières. Il a 24 ans. Et le portefaix Jean-Baptiste Charvaz, 24 ans également, qui avait frappé l'abbé, sont condamnés à être pendus. 6 exempts-preneurs d'enfants sont condamnés à 3 livres. 3 livres d'amende, 90 €. Tous les autres sont relaxés. Une clameur soulève les voûtes du palais. Les familles en pleurs se précipitent en hurlant « C'est ça la justice, c'est ça le Parlement !» Tout le monde comprend que les juges auraient pu appliquer des peines symboliques, fortes mais égales, entre émeutiers et preneurs d'enfants. Il fallait bien faire respecter au moins un semblant d'autorité. Il fit le choix de l'infamie, la mort pour 3 jeunes gens défenseurs de la cause la plus légitime qui soit, dont le premier, François Urbain, n'avait pas de sang sur les mains. Une condamnation ridicule pour les exécutants zélés d'ordres indignes.
Lundi 3 août, par crainte des réactions populaires, le jugement n'a même pas été affiché, ou très parcimonieusement. L'échafaud devait être dressé place de Grève et il le sera finalement au cimetière Saint-Jean. Parce que la place est plus petite, elle est facilement cernable par la police. On y déploie 1500 soldats. Tout Paris est sillonné de gendarmes. On retira même les toiles cirées sur les échoppes des marchés car elles tenaient par des piquets qui pouvaient servir d'armes. La foule s'amassa dans tout le quartier, sur les ponts et jusque sur la rive gauche. La foule était dans la rue. Les mousquetaires avaient l'ordre de se tenir prêts à monter à cheval au premier ordre. Paris était en état de guerre. L'heure de l'exécution arriva. La foule attendait un miracle, la grâce du roi. D'un mot, le roi pouvait sauver les condamnés. La foule cria « Grâce, grâce, grâce !» Le charbonnier Lebeau monta le premier. « Grâce, grâce !» reprenait la foule de plus en plus fort. Le bourreau hésita et fit redescendre Lebeau d'une marche, croyant que la grâce allait arriver. Les autorités craignirent un mouvement et donnèrent l'ordre de tourner les baïonnettes du côté de la foule. Ça fit un grand rond qui fit reculer le peuple. Des gens furent piétinés et d'autres prirent la fuite. Pendant ce temps, Lebeau fut pendu. Le brocanteur François Urbain pleurait, criait qu'il ne voulait pas mourir. Il avait 17 ans. « Grâce, grâce !» criait la foule. Il fut pendu. Et ensuite Jean-Baptiste Charvaz. Paris fut sillonné de patrouilles pendant toute la nuit. Les 3 malheureux furent considérés comme des martyrs et leurs familles ne furent pas déshonorées de leur exécution. C'est rare, une exécution déshonore tout le monde. Une messe de requiem fut dite à l'église des Carmes de la place Maubert pour le repos de l'âme de Lebeau. Le fossé se creusait entre les autorités et le peuple. Quelque chose était cassé au royaume de France. Le peuple a ses petites vengeances. Le 25 août, un exempt du Châtelet, Louis Duvaux, pria le commissaire Rochebrune de venir à son domicile, rue des Lavandières, près de Maubert, objet de sa plainte. Depuis des semaines, tous les matins, il trouve un gros caca devant sa porte. Il a froncé les sourcils, avertit les voisins, si ça recommence, mais tous les matins. Un jour, au moment de l'exécution des 3 émeutiers, il trouve un gros paquet de la même chose sur la fenêtre de son salon. Quelques jours plus tard, pareil à la fenêtre du second étage, puis sur une autre fenêtre. Très fâché, il se plaint de nouveau aux voisins. « Attention à vous, hein, vous allez voir ce que vous allez voir. » Pas de réaction des voisins, qui rigolent. 3 jours plus tard, il trouve sur sa fenêtre du second un nouveau paquet si gros et si rempli de toute la merde qui se répandit sur la fenêtre du premier. « Ah, mais ça va pas se passer comme ça, je suis de la police, moi j'ai le bras long !» Ce mercredi 25 août, précisément au moment où il arrive avec le commissaire à 9 h du matin, il trouve qu'un carreau est cassé. Il monte voir et trouve des noyaux de prunes et un paquet de linge plein de sang et d'excréments qu'on lui a envoyés par la fenêtre. « Voyez, monsieur le commissaire, vous êtes témoin. » Le 31 août, enfin, Louis Duvaux déposa une nouvelle plainte. On l'avait menacé de lui couper les bras et les jambes et même un morceau de viande sur le visage. Les policiers avaient la vie dure quand même.